Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'ouvrir cette discussion et la présentation de French Democracy in Distress et aussi pour de vous accueillir à Sciences Po et dans cette salle. Je suis Florence Fauché, je suis la directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée. Et c'est particulièrement intéressant d'ouvrir cette séance parce qu'il s'agit d'un ouvrage important, novateur et rigoureux et qui apporte bien sûr des problèmes essentiels, qui pose des questions originales et surtout qui apporte aussi des réponses informées et stimulantes et qui constitue à ce titre une contribution particulièrement précieuse dans la période que nous traversons. En Europe, aux États-Unis et plus largement dans le monde, les valeurs, les institutions et les pratiques de la démocratie représentative libérale sont aujourd'hui fortement contestées. Elles ont longtemps été perçues comme acquises, synonymes de progrès, de prospérité, de bien-être, mais elles sont désormais fragilisées. Et lorsque les promesses répétées de la démocratie ne correspondent plus à l'expérience vécue, elles produisent des frustrations profondes. Il ne s'agit pas seulement des promesses électorales, même si nous avons un chapitre sur ces questions, mais plus fondamentalement des promesses de l'horizon démocratique, libéral et social-démocrate de l'après-guerre et de celles portées par les systèmes représentatifs eux-mêmes. Nous sommes entrés, vous l'avez certainement noté, en 2026 et dans une époque de changement, de rupture. Et pour ce qui concerne la démocratie, les signes étaient visibles depuis longtemps. Montée des inégalités, déclin de la participation électorale, affaiblissement des partis politiques, érosion de la confiance, transformation technologique, radicalisation politique, progression des forces populistes et illibérales. Et cette dynamique s'accompagne d'une polarisation et d'une conflictualité accrue, y compris, comme vous l'avez noté, dans les régimes que nous pensions stables, par exemple de l'autre côté de l'Atlantique. La grande force de cet ouvrage est de proposer, à travers le cas français, un diagnostic fouillé et ambitieux qui peut nous aider à trouver des réponses. Et les leçons de ces analyses ont donc une portée beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus profonde que notre cas national. Et cela vient notamment du fait qu'il ne se limite pas à une lecture par le bas, centrée sur les citoyens, leurs valeurs et leurs supposés désengagements, mais qu'il analyse également la crise par le haut, du point de vue de l'action politique et de l'action publique, actions qui déçoivent, semblent parfois trahir les promesses de la représentation démocratique. Et les élites peinent manifestement à construire avec les citoyens un projet collectif désirable et porteur de sens. La focale sur la détresse démocratique, à l'approche de scrutins importants, municipaux et bientôt présidentiels, nous rappelle le rôle central des rituels en démocratie, et en particulier des rituels électoraux. Ceux-ci ne servent pas seulement à désigner des dirigeants, ils entretiennent la croyance dans le caractère partagé des idéaux et des efforts, ils créent du commun par la répétition de gestes collectifs porteurs de sens. Le recul de la participation électorale est ainsi à la fois un symptôme de la détresse démocratique et un facteur d'accélération de l'érosion des liens politiques, affectifs et cognitifs qui soutiennent nos systèmes représentatifs. Enfin, French Democracy in Distress est le produit de collaborations scientifiques riches menées à Sciences Po entre le CE et le CEVIPOF, mais aussi avec des académiques des IEP de Bordeaux et de Grenoble, et aussi des collègues de centres de recherche en France, Lille, Paris, l'ESPOL, le CRESPA, le CESDI, Paris 1, l'UVSQ, le CERAPS, et aussi des collègues internationaux basés notamment en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et cet ouvrage croise des approches complémentaires, théorie politique, sociologie politique, analyse des politiques publiques et des transformations technologiques. Et tout cela permet de saisir la détresse démocratique contemporaine dans sa complexité. Donc en tant que directrice du CE, je suis vraiment très fière également d'accueillir cet ouvrage qui compte parmi ses co-directeurs et directrices et ses co-auteurs plusieurs générations du CE, celles et ceux qui travaillent aujourd'hui, mais aussi celles et ceux qui ont partagé un moment de leur parcours avec nous, que ce soit en tout début de leur carrière, notamment pendant leur doctorat, ou à d'autres étapes de leur trajectoire académique. Et sur ce, je crois que je laisse la parole à Bruno pour quelques mots. Donc Bruno, pour le CEVIPOF. Bonjour, merci beaucoup. J'ai l'honneur de représenter ma direction du CEVIPOF, Kevin Arsenault, professeur de sciences politiques à Sciences Po, et Anne Muxet, directrice déléguée du CEVIPOF, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, et donc ils m'ont demandé de les représenter. Je voudrais complètement abonder dans le sens de ce qui vient d'être
d'être dit. On produit beaucoup de données à Sciences Po, dans les différentes équipes de Sciences Po, que ce soit au CEVIPOF, Centre d'études européennes, au Centre Émile Durkheim, évidemment à Pacte, à Grenoble. Et on est à la fois différentes générations qui ont été réunies dans ce livre. Moi, j'ai eu certains des auteurs du livre, comme certains de mes étudiants ou étudiantes ou collègues. Donc, ces différentes générations qui sont... Et oui, le temps passe juste. Il y a différentes générations qui sont réunies. Et ces différentes générations qui sont aussi dans différentes équipes de recherche, on partage tous, au fond, quelque chose qui nous unit très, très, très fortement, outre, je pense qu'on peut dire, l'amitié qui nous lie. On partage tous une même question, qui est la grosse question que pose ce livre et que pose notre vie politique en France en particulier. Est-ce qu'on est à un moment critique, pratiquement de bascule? Nous produisons des chiffres qui souvent sont extrêmement impressionnants. Nous nous laissons aller dans le commentaire de ces chiffres à une tendance un peu naturelle de l'analyse politique, et de regarder les mauvaises nouvelles, qu'est-ce qui ne va pas bien. On a un côté Cassandre, on aime bien quand ça va mal, quand il y a du drame, comme si on a des choses à dire. Et c'est vrai que nos données racontent beaucoup de choses dramatiques. Un rejet de la vie politique, un rejet de tout ce qui a à voir avec la politique, le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas, ne tient pas ses promesses, un sentiment de dégoût qu'expriment les citoyens vis-à-vis de la politique. Et pour essayer de sortir un peu de cette ornière, il y a différentes voies. L'une des voies, c'est de pousser plus loin l'analyse avec des méthodes d'analyse un peu sophistiquées, un peu robustes, qui permettent d'aller au-delà des premiers commentaires. C'est aussi de multiplier les regards. C'est ce qui est fait dans ce livre. Ça vient d'être rappelé. Il n'y a pas que le bas, effectivement. Il y a aussi ce que les systèmes politiques, les systèmes partisans font aux politiques, font aux citoyens. Et tout ça pour essayer de trouver un message un peu porteur d'une voie de passage à un moment donné, que c'est beaucoup plus le système politique qui donne le sentiment de ne pas être inclusif, de ne pas être représentatif, de ne pas être à l'écoute. On sait que parfois ce procès instruit au système politique est injuste. C'est pas vrai qu'ils se foutent des citoyens. On connaît tous des politiques, c'est pas vrai. Ce sont des personnalités qui ont des convictions. Les hommes et les femmes politiques sont des individus hybrides, un mélange indémêlable de convictions et de stratégies. C'est des sincères menteurs ou des stratèges honnêtes. Et donc ça nourrit ce sentiment qu'ils sont pas à l'écoute. Mais c'est vrai que le système, en même temps, n'est pas très à l'écoute. Il est très peu inclusif. Il y a des inégalités de représentation qui sont considérables dans nos assemblées, malgré les progrès qui ont été faits. Il y a une appétence, il y a un appétit des citoyens pour prendre la parole, pour parler, pour être associés, pour que la démocratie soit davantage ancrée dans des pratiques sociales réelles, qu'elle ne soit pas simplement un jeu d'ombre qu'on regarde à la télé. Et force est de constater que les promesses de réforme n'ont pas été complètement, on va dire pas complètement tenues. Alors, il y a des choses qui ont été faites, mais ça n'a pas été complètement tenu. Donc c'est autour de ces grandes questions que les auteurs de ce livre se sont réunis, différentes générations, différents regards, différentes équipes de recherche. Et il fallait bien, je dirais, toutes ces différentes énergies pour apporter un peu cette lumière. Effectivement, elle est en détresse, mais en même temps, il y a des ressorts, il y a des talents qui demandent à s'exprimer dans la société, et comment les académiques que nous sommes peuvent essayer de baliser ce chemin avec des notions, des connaissances et des données. Donc merci beaucoup à tout le monde, aux auteurs du livre, aux laboratoires qui l'ont soutenu et au public qui est là ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Caterina Froyo, je suis associate professor au Centre d'études européennes et de politique comparée, et j'ai le plaisir d'être le chair de cette première panel qui va ouvrir la discussion autour de cet ouvrage. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Avant de passer la parole à mes collègues, je pense en fait que c'est un livre qui pose une question qui est très importante et qui est une question aussi très classique. Donc, en les voyant, on peut se dire, mais pourquoi on devrait lire encore un livre sur la crise de la démocratie? Quand Nona m'a proposé de participer ce soir, c'est la question que je m'étais posée. Et en plus, un cas d'étude sur la France. Alors, qui n'a même pas un parti d'extrême droite au pouvoir. Et après, j'ai lu en fait l'introduction de l'ouvrage, et j'ai lu l'ouvrage. Et ce qui m'a convaincu à être ici ce soir pour discuter avec vous et avec le public, c'est pas tellement la question que vous posez, qui était bien résumée par Florence et Bruno, mais aussi en fait la réinterprétation de ces questionnements que vous proposez. Et en gros, si j'ai bien compris, vous demandez
s'il y a une crise de la démocratie, question très classique, mais en fait, vous avez aussi le courage de reformuler cette question et questionner s'il s'agit d'une crise de la démocratie ou bien en fait d'une mutation des façons d'y croire dans la démocratie et d'y participer. Je dirais donc que la réponse qui sort de l'ouvrage est que la France n'est peut-être pas en crise de démocratie, et c'est une réponse originale. Mais il est aussi indéniable que la démocratie semble, au moins par des moments, en crise avec les Français. Je vais donc laisser la parole aux auteurs de cet ouvrage. Vous avez à ma droite Élodie Drouès, du Centre Maurice Halbach de la HESS, postdoctorante CNRS, Frédéric Gontier de Sciences Po Grenoble, Pacte, Nona Mayer, Sciences Po, Centre d'études européennes CNRS, Max Valentin Robert, Université catholique de Lille, ESPOL, et Vincent Tiberi, Sciences Po Bordeaux. Commençons donc à entamer la discussion sur la base de ce que vous pensez sont les constats qui ressortent de la première partie de cet ouvrage lorsqu'il s'agit de discuter en fait qui sont les citoyens mécontents. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de mécontentement citoyen? D'abord, peut-être, Max Valentin, tu vas nous aider à situer les cas français en perspective comparée. Est-ce que la France est la seule démocratie mécontente ou tu vois des autres démocraties mécontentes autour de nous? Et tout ça en 2 minutes. 2 minutes. Allô, allô. Oui, alors déjà, pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'il y a une crise de la démocratie particulièrement vivace en France? Est-ce qu'elle est particulièrement... est-ce que la situation est particulièrement délétère en France? Je pense qu'il est intéressant de regarder le volet opinion publique et le volet structure du système politique français. Lorsqu'on s'intéresse à l'opinion publique française, je pense notamment aux données qui sont parues dans la dernière vague de l'Eurobaromètre récemment, des données qui ont été collectées d'octobre à novembre dernier, qui montraient que les Français, en comparaison non seulement avec la moyenne des pays de l'Union européenne, mais également avec leurs voisins proches comme la Belgique, l'Italie ou l'Allemagne, généralement manifestent des taux d'insatisfaction vis-à-vis de leur système démocratique plus élevés et des taux de défiance vis-à-vis des acteurs politiques ou institutionnels plus élevés. Que l'on prenne, que les acteurs testés soient le gouvernement, les partis politiques ou le Parlement national. Ça, c'est le volet opinion publique. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse plus au volet structure politico-institutionnelle du système français, du système politique français, ce qu'on constate, c'est que, alors avec Félix Van Nostitz, nous avons publié un chapitre dans ce livre qui explore, à partir des données de Videm, l'évolution à court et long terme de l'évolution du système politique français. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à court terme, depuis 2002, il n'y a pas vraiment de démocratic backsliding. Par contre, il y a une atténuation du caractère égalitaire et du caractère participatif de la démocratie française. Et notamment, le caractère participatif semble particulièrement déficient dans le système politique français. Et à mon avis, je pense qu'il y a cette interaction entre mécontentement des citoyens et un système politique dans lequel les voies de participation semblent relativement bouchées contribue à cet état de malaise dans la démocratie française. Merci beaucoup. Frédéric, à ton avis, en fait, cet écart qui est décrit par Max Valentin peut être interprété aussi à la lumière d'un soi-disant recul des valeurs démocratiques, ou il s'agirait plutôt des citoyens qui deviennent plus exigeants vis-à-vis de la démocratie? Bah, tu l'as parfaitement résumé, du coup je peux passer le tour. Non, plus sérieusement, sur un plan empirique effectivement qui est le nôtre, il y a très peu de données qui corroborent la thèse d'un effondrement du soutien à la démocratie comme régime. Dans les grandes enquêtes internationales, plus de 9 Français sur 10 considèrent que la démocratie est un bon système politique et une large majorité affirme qu'il est essentiel de vivre dans un pays gouverné démocratiquement. Donc on a des niveaux d'adhésion qui sont élevés, qui sont assez stables dans le temps et qui sont, comme l'a rappelé Max Valentin, assez comparables à ce qu'on observe dans d'autres démocraties européennes. Là où le diagnostic change, c'est quand on s'intéresse au fonctionnement concret de la démocratie. Et une part très importante de citoyens, de l'ordre de 50% en France, soutient la démocratie tout en se déclarant insatisfaite et insatisfait par rapport à la manière dont la démocratie fonctionne. Donc
on les appelle traditionnellement des démocrates insatisfaits ou insatisfaits. Ils ont bien été étudiés dans la littérature. Plusieurs travaux, dont ceux de Bruno Cotresse, montrent que ce ne sont pas des citoyens tièdes ou ambivalents, mais que ce sont au contraire des citoyens qui sont normativement exigeants. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ajouter un peu à cette littérature en regardant de plus près de quelle démocratie il est question, de quelle démocratie parlent les démocrates insatisfaits quand ils se disent insatisfaits. Et on a pu, à la faveur de certaines enquêtes, notamment la European Social Survey, ouvrir la boîte de 3 composantes distinctes de la démocratie libérale, donc la démocratie à la fois avec un pilier électoral, la représentation, à la fois avec un pilier constitutionnel, l'état de droit pour le dire vite, la démocratie qu'on peut appeler populaire, l'idée selon laquelle la souveraineté populaire est respectée, et la démocratie sociale. Et ce qu'on peut observer sur les données françaises, c'est que le déficit démocratique perçu sur la démocratie libérale est assez peu élevé, est assez modeste. Par déficit perçu, comprenez le décalage entre les aspirations et les évaluations. Le décalage entre si les personnes pensent que les principes de la démocratie libérale sont importants et à quel point ils trouvent que ces principes sont réalisés. Donc sur la démocratie libérale, le déficit démocratique perçu est assez faible. En revanche, sur les 2 autres dimensions, démocratie populaire et démocratie sociale, là, le sentiment de déficit démocratique est massif. Et la conclusion qu'on en tire, c'est que les Français ne se détournent pas de la démocratie, mais plutôt qu'ils en attendent davantage. Et c'est pourquoi l'insatisfaction par rapport à la démocratie peut coexister avec un fort attachement démocratique. Et c'est en ce sens, ce sera le dernier point, je fais très vite Katrina, que le cadrage dominant qui a été évoqué par Florence, le cadrage dominant par la fatigue démocratique ou par la demande d'autorité, nous semble un cadrage trompeur. De la même manière, le marché intellectuel qui est saturé aujourd'hui par l'idée que les démocraties vont mourir, peuvent mourir, etc., nous a semblé aussi un peu trompeur. Non pas que l'attachement aux valeurs démocratiques ne soit pas fragile, on pourrait évoquer ce point-là, mais plutôt qu'il masque un attachement normatif très fort à la démocratie. Donc la démocratie, par rejetée, elle est jugée insuffisamment réalisée. Merci Frédéric. Elodie, une autre manière dans laquelle peut s'exprimer cette insatisfaction vis-à-vis de la démocratie est les votes populistes. Notamment, tu as écrit en fait un chapitre sur les votes des jeunes. Et je me demandais en fait si, à ton avis, on peut interpréter ces votes populistes des jeunes comme une forme de désengagement ou plutôt une autre manière de faire de la politique, une envie de s'exprimer autrement. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour ta question. Donc, je vais répondre dans un premier temps par rapport à la question du désengagement. Donc, certes, on sait, la littérature l'a clairement montré, que les jeunes votent moins que le reste de l'électorat. Mais en fait, différents travaux montrent qu'ils n'en sont pas pour autant moins politisés et que par ailleurs, en fait, ils participent à la démocratie autrement. C'est ce qu'a montré par exemple le travail de Vincent Tiberi qui est à ma gauche. Et dans le chapitre qu'on a coécrit avec Nona Mayer et aussi Michael Durand, que je salue même s'il n'a pas pu être là ce soir, nous montrons que les jeunes en fait, soutiennent tout autant les principes de la démocratie électorale que les autres générations, parce que c'était un chapitre qui avait une focale sur les jeunes, mais qui visait vraiment à avoir une perspective en termes de génération. Et ce que montre ce chapitre également, c'est que les jeunes générations sont même davantage favorables à des modes alternatifs de gouvernement qui seraient plus participatifs. Par exemple, procéder par tirage au sort pour des élections ou utiliser les référendums d'initiative populaire. Donc, premier point, on ne peut pas parler de désengagement politique des jeunes. Après, ce chapitre interroge aussi la question du vote et de l'influence de la dimension générationnelle sur ce vote. Et ce qu'il montre, c'est que plus on appartient à une jeune génération, plus on a de chances de voter pour Marine Le Pen aux élections 2022 que la génération qui précède. Et ces résultats montrent également que les plus jeunes cohortes ont davantage de chances de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'on sait en fait de ces votes pour ces deux candidats, c'est qu'ils sont aussi directement liés à la question de l'immigration. Donc les personnes qui votent davantage pour Marine Le Pen ont plus de chances de rejeter l'immigration et à l'inverse,
les personnes qui se situent en faveur de Jean-Luc Mélenchon ont une opinion plus favorable à l'immigration. Et en fait, il y a un enjeu à faire l'hypothèse d'une imbrication entre cette dimension générationnelle et cette question de l'immigration, à savoir de faire l'hypothèse que en fait, les jeunes vont politiser davantage cette question de l'immigration et que ça va avoir une incidence plus forte dans leur vote. Merci beaucoup, Elodie. Et pour essayer d'élargir un peu les regards, on a des causes de ces mécontentements. Penses-tu que ces mécontentements soient d'abord politiques ou sociaux et qu'il en est de la précarité alors? Merci, bonsoir. Je pense que c'est les deux. Il me semble quand même au cœur du problème de la démocratie aujourd'hui, c'est les causes sociales. Ce que le sociologue Robert Castel appelait l'insécurité sociale, c'est-à-dire un long processus de désaffiliation qui rend de plus en plus d'individus isolés, sans personne sur qui compter en cas de coup dur, avec des petits boulots précaires ou pas de boulot du tout, et qui touche plus particulièrement cette précarité les jeunes, les femmes, les mamans solo, les immigrés. Et on a les moyens de le mesurer. Il y a un superbe score mis au point par les centres médico-sociaux qui s'appelle le score EPIS, mais qui nous permet de saisir non seulement la pauvreté matérielle, mais cet isolement social, et ça va plus loin. Or, on l'utilise dans nos enquêtes depuis 2012. En 2022, ceux qui conventionnellement avaient un score de 30, ce qui est le score où on commence à parler de précarité sociale, ils sont 29%. C'est énorme, c'est beaucoup plus que la proportion de chômeurs, où on est à 7,7 ou 7,8, que la proportion de personnes sous le seuil de pauvreté, on est à 15,4. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et les conséquences, je terminerai là-dessus, les conséquences politiques, elles sont vraiment lourdes. D'abord, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment de ne compter pour rien. Ensuite, il y a une frustration et une colère. Avec Emiliano Grossman, on avait travaillé sur la relation qu'il y a entre soutien aux gilets jaunes et précarité. Et c'est le facteur le plus important en interaction avec la classe sociale. Et puis, ça crée ces frustrations poussent à la recherche de boucs émissaires, les cassos ou les immigrés, ou les deux, puisque c'est souvent confondu. Ça divise et ça rompt la solidarité. Et je terminerai sur le vote. En 2012, plus on était précaire, plus on votait pour la gauche, plus on votait pour François Hollande. À partir de 2017, plus on est précaire, quand on va voter, puisque 50% des plus précaires ne vont pas voter, quand on va voter, on vote pour Marine Le Pen, avec le sentiment qu'elle, au moins, on comprend ce qu'elle dit. Et puis après tout, on n'a jamais essayé, alors essayons. Mais en 2017, 2022, en 2024, aux législatives, les plus précaires, ils ont voté à égalité, toutes choses égales par ailleurs, en contrôlant par tout ce que vous voulez, ils ont autant voté pour les candidats et candidates du Rassemblement national que ceux du Nouveau Front populaire. Autrement dit, le virage à droite des plus précaires n'est pas inévitable. Mais donc la démocratie, elle est d'abord sociale. Merci, Nona. Je me tourne à ma gauche, vers Vincent, pour savoir si, en fait, dans ces tableaux que vous tracez de l'état de la démocratie en France et du mécontentement démocratique, l'antipathie partisane, on pourrait la penser comme un rejet de la politique, à ton avis, ou plutôt, en fait, comme une demande d'autre chose, comme un rejet des formes actuelles de la politique, donc peut-être des formes plus conventionnelles d'engagement en politique. Alors, effectivement, merci Catherine. Le chapitre que j'ai rédigé, un chapitre qui porte sur les partis, et surtout sur le rapport aux partis, et en fait, qui oblige à regarder un peu différemment et interroger nos routines de pensée. C'est-à-dire que nos routines de pensée, elles font qu'on se focalise uniquement, on oublie ceux qui ne votent pas, on oublie ceux qui n'ont pas de proximité partisane et on continue à analyser comme s'il y avait des socialistes, un électorat socialiste, des proches des socialistes, des macronistes, des RN, etc., etc. Or, ce que montre ce chapitre, c'est qu'on est effectivement aujourd'hui dans une forme de rejet de plus en plus impressionnant de la forme parti in the electorate, dans l'électorat. Le parti... en office, le parti, à l'Assemblée, on les voit bien, on voit comment ils fonctionnent, mais effectivement, quelque part, ces organisations, à mon sens, aujourd'hui, s'appuient de plus en plus sur des têtes d'épingle sociologiques. Et c'est particulièrement important quand on regarde dans le temps long des enquêtes sociales européennes, dans le temps long du baromètre CNCDH, dans le temps long des enquêtes électorales. On est aujourd'hui avec entre 45 et 60%, selon les questions, de gens qui se disent proches d'aucun parti. Quand j'ai commencé ma carrière au siècle dernier, c'était à peine 10%.
et on considérait que c'était des incompétents, des dominés, etc. Ces 45 à 60%, ils sont particulièrement forts dans les jeunes générations, chez les diplômés, dans les catégories populaires. Et ils nous racontent effectivement quelque chose d'une politique qui aujourd'hui se resserre en fait sur certaines générations, les boomers, certaines classes sociales, les plus riches, certaines préoccupations. Et là se pose une vraie question. Ça ne veut pas dire que ces citoyens qui font sécession des partis ne sont pas intéressés par la politique ou ne sont pas des citoyens. Simplement, aujourd'hui, ce qui les construit, ce qui leur permet de se repérer en politique, c'est d'abord et avant tout la négativité. Ils savent contre qui ils sont. Et là, de ce point de vue-là, c'est un des autres résultats du chapitre, il est assez frappant de voir que le RN, de ce point de vue-là, continue à susciter autant d'animosité que dans les années 2010. Il est toujours rejeté, c'est toujours un ennemi pour près de 60% de la population. Simplement, il est désormais plus très différent des autres partis, y compris les partis centristes, y compris le MoDem, y compris ELV, y compris le PS, y compris LR, qui dépassent désormais beaucoup plus, qui ont de moins en moins de partisans et de plus en plus de gens qui sont contre eux. Voilà. Merci beaucoup pour les constats que vous tracez de l'état de la démocratie en France. Essayons donc maintenant de regarder en fait quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions, si on veut les appeler de cette façon, auxquelles on pourrait réfléchir sur la base des résultats de vos recherches. Max Valentin, quelles réponses, à ton avis, sont possibles? Est-ce que tu vois en Europe ou dans le monde des exemples en fait, auxquels on pourrait s'inspirer? Alors, c'est clair que ce mécontentement, merci Vincent, c'est clair que ce mécontentement de nos concitoyens envers l'état de la démocratie française, nécessairement, elle s'appuie sur des causes politico-institutionnelles. Déjà en 2017, Nicolas Sauger et Emiliano Grossman avaient identifié des aspects structurels du système politico-institutionnel français qui transformaient celui-ci en véritable machine à décevoir pour nos concitoyens. Donc du coup, il ne paraît pas inintéressant de s'intéresser à des expériences à l'étranger qui pourraient renforcer cette confiance citoyenne. Comme je le disais précédemment, ce qui semble pécher dans le système politique français, c'est l'absence de dimension, enfin, du moins le défaut de dimension participative. Donc, l'une des solutions qu'on pourrait envisager, par exemple, ce serait d'avoir recours plus fréquemment à des procédures de démocratie directe, telles qu'en Suisse, où, par exemple, vous avez les initiatives populaires, les référendums ayant pour but de soumettre une loi au vote populaire, ou même, alors c'est une particularité du système suisse, mais par exemple en Suisse, vous ne pouvez pas modifier la Constitution sans consultation référendaire. Alors qu'en France, la Constitution de la Ve République a été modifiée de maintes fois sans consultation préalable de l'électorat. Il y a d'autres exemples dont à mon avis, on serait bien inspiré de jeter un coup d'œil. Par exemple, certaines procédures de l'État de Californie, où vous avez par exemple non seulement l'initiative populaire, mais aussi certains référendums abrogatifs qui sont mis en place, ainsi que la procédure du recall qui peut constituer... Alors le recall, c'est une procédure par laquelle les électeurs peuvent, par une procédure, raccourcir le mandat d'un dirigeant élu. À mon avis, il y a toute une série de pistes qu'on peut explorer et le débat politique français aurait tout intérêt à s'engager, à mon sens, dans l'exploration de ces pistes. Merci beaucoup. Et qu'il en est alors de la confiance des citoyens dans la démocratie? Comment on peut reconstruire cette confiance dans les valeurs démocratiques? Ça vaut la peine de le reconstruire. Oui, alors, refonder la confiance démocratique implique, vous l'avez compris de ce qu'on a dit jusque-là, d'abord un déplacement du regard, de regarder plutôt en haut vers les élites qu'en bas vers les citoyens. La crise démocratique est moins une crise des valeurs démocratiques qu'une crise de la gouvernabilité démocratique. Partant de là, pour retrouver la confiance, je vois au moins 3 conditions. La première, dont reparlera Nona, sur laquelle du coup je ne vais pas m'attarder, réancrer la démocratie dans sa dimension sociale. Sans justice sociale minimale, les valeurs démocratiques ne parviennent pas à produire de la légitimité politique. Deuxième condition pour retrouver de la confiance démocratique, elle a été bien documentée. Il y a un enjeu, je pense, à redonner de la cohérence au lien entre
participation et contrôle citoyen d'un côté et décision politique de l'autre. Tout un ensemble de données, Camille en reparlera probablement un petit peu plus loin, qui montrent que les citoyens soutiennent massivement les dispositifs participatifs lorsqu'ils ont des effets réels. La participation sans décision ou le contrôle sans décision fragilise la confiance démocratique au lieu de la renforcer. Et puis troisième condition qui fait écho au point que tu as soulevé très justement, Katrina, et sur laquelle j'aimerais un peu m'attarder, je pense qu'il faut aujourd'hui assumer l'idée d'une conception hybride de la démocratie. Tu as parlé d'une croyance démocratique, j'irai plus loin, je parlerai de système de croyance démocratique. Les Français ont une conception composite qui mélange les différents modèles de démocratie, qui mélange le modèle technocratique, où ce sont les experts qui décident, qui mélange le modèle de la démocratie sociale, qui mélange le modèle élitiste, élitaire, où les gouvernants ont un mandat pour les représenter, qui mélange aussi le modèle participatif, délibératif. Les Français ne veulent pas abolir la représentation, ils ne veulent pas gouverner uniquement par référendum, ils ne veulent pas sacrifier l'efficacité de l'État sur l'impératif de justice sociale. Ils ont une conception cumulative de la justice sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent les avantages de tous les modèles en même temps. Alors c'est là où le débat intéressant commence. Il y a deux positions. Certains, dans cette conception cumulative, y voient un signe d'immaturité démocratique. On ne peut pas tout vouloir à la fois. Ce sont les enfants qui veulent tout à la fois. Et c'est la position qui s'inscrit un peu dans la filiation tocquevillienne de l'insatiable passion pour l'égalité, et qu'on retrouve aujourd'hui, qui me semble être une des positions dominantes, du moins la position pragmatique dominante qu'on trouve dans le courant américain de Democracy for Realists, par exemple. Moi, j'aurais plutôt tendance à voir dans cette conception cumulative l'inverse, plutôt un signe de maturité démocratique. Les Français ont des aspirations élevées vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des institutions, et c'est précisément là le fait politique à gouverner aujourd'hui. Et ça ouvre, je finirai avec ça, une fenêtre d'opportunité extrêmement intéressante pour l'action publique. Et ça met au défi l'action publique d'articuler représentation, contrôle, participation, délibération, décision et expertise plutôt que de les opposer. Alors vous allez penser que c'est une lubie de politistes. Non, c'est très exactement dans ces termes-là que résonnent aujourd'hui les théoriciens et les praticiens des innovations démocratiques qui plaident pour des logiques d'hybridation et des logiques d'assemblage entre les différents dispositifs. Donc tout l'enjeu, pour résumer, c'est d'arriver à combiner des exigences normatives élevées, qui sont celles des Français, et des capacités effectives de gouvernement qui mélangent plusieurs modèles. Merci beaucoup. Et je pense qu'après déjà cette première partie, on ne pourra pas dire que la recherche n'est pas très claire lorsqu'il s'agit aussi de donner en fait, des avis sur comment on peut changer en fait, la réalité dans laquelle on se retrouve. Élodie, et du coup, en fait, si on revient à la question des jeunes, à ton avis, en fait, l'abstention, mais aussi le vote protestataire, représente-t-il un problème qu'il faudrait corriger, une attitude plutôt d'enfant, pour reprendre un peu les mots de Frédéric, ou il s'agit plutôt d'un signal à entendre? Ils sont deux choses à dire. Merci pour ta question, Katerina. Et je vais encore diviser mon propos en deux temps, en reprenant les deux éléments que tu interroges. Mais là, en prenant d'abord le premier, cette question d'un signal à entendre. Et donc, je file l'hypothèse, je pense qu'on peut penser en fait le vote à l'extrême droite d'une partie de la jeunesse, parce qu'il faut bien sûr penser la question de la jeunesse au pluriel, hein, les jeunesses. Donc, il faut penser en fait le vote de l'extrême droite d'une partie de la jeunesse comme le signal d'une crise de la démocratie de façon plus large, mais par le haut, hein, ce qui revient clairement, ce qui va clairement dans le sens du propos de l'ouvrage. Donc, je m'explique. En fait, on peut faire l'hypothèse que cette inclination électorale plus conséquente chez les jeunes est en partie le fruit d'une droitisation des discours dans l'espace public. Donc il faudrait faire des recherches qualitatives plus approfondies pour ça, hein, interroger des jeunes, mais on peut supposer que si les jeunes sont plus sensibles au discours de l'extrême droite, c'est notamment du fait qu'ils ont été socialisés en fait, à une période où il y a eu cette droitisation des discours et où surtout il y a eu ce processus de dédiabolisation du Rassemblement national. Et donc c'est ça qui pourrait expliquer en fait ce vote à l'extrême droite plus facile pour le jeune électorat, alors qu'à l'inverse, du côté de leurs aînés, qui ont été en fait, c'est un vote qui est plus délicat parce qu'ils ont été socialisés à une période où le voter RN était quelque chose de répréhensible.
même si on sait par ailleurs qu'il y a quand même certaines barrières qu'on sauté récemment pour un électorat plus âgé, notamment lors des élections de 2024. Ensuite, pour m'appuyer sur ce que montre le chapitre, et qui corrobore en fait des résultats qui sont largement connus, hein. C'est que le vote d'extrême droite est clairement aussi, comme le disait Nona au début, un vote de personnes précarisées. Et mon hypothèse est qu'il faut en fait penser ensemble cette question de la précarisation et cette question de la jeunesse, hein, parce qu'on sait par ailleurs que les jeunes sont particulièrement touchés par la précarité. Et donc là, sur cette question d'un problème à corriger, en fait, moi, je l'ai plus pensé en termes de politique publique. C'est que finalement, il y a un enjeu à penser des politiques publiques solides, pérennes, pour lutter contre la précarité des jeunes. Et là-dessus, je vous indique un livre que j'ai trouvé hyper intéressant, le livre de Camille Penny, donc pas le dernier livre qui vient de paraître, mais un livre qui est apparu il y a quelques années pour une politique de la jeunesse. Merci Elodie. Et Nona, donc on parlait de l'importance de réancrer la démocratie dans la justice sociale. On parlait de l'importance des politiques publiques qui adressent la précarité, notamment chez les jeunes, mais pas seulement. Mais sans réduction de la précarité, à ton avis, la démocratie peut-elle encore convaincre les Français? Non, mais ce n'est pas la seule chose. Je dirais, il n'y a pas que les précaires. Je pense qu'il y a tout un tas de choses en haut et en bas de la société. Enfin, la première chose, ça serait peut-être entendre. C'est-à-dire, du côté des élites, on a parfois le sentiment qu'ils sont devenus sourds. Donc, il y a les cahiers de doléances après les Gilets jaunes qui ont été largement inexploités. Il y a des tas de demandes qui ne sont pas entendues. Donc ça serait la première chose. Et la deuxième chose, il faudrait peut-être élargir le corps électoral. Parce que pourquoi ne pas remplir cette promesse qu'on traîne depuis 50 ans, qui est de donner le droit de vote aux étrangers résidant en France depuis un certain nombre d'années, qui payent des impôts, qui travaillent, mais ils ont droit à la parole aussi. Donc élargir le corps électoral, revaloriser le travail. On a dit des très très belles choses sur ceux qui étaient les travailleurs en première ligne, les essentiels, et rien ne s'est passé. Il y a une demande de respect, de dignité au travail, de revalorisation tout simplement de leur salaire. Et puis, il y a aussi recréer de la solidarité, mais là, ça répond à ce que tu demandes sur le côté social, généraliser l'universalité des prestations et des aides. Parce que les effets de seuil, c'est terrible. Moi, je me souviens d'entretiens auprès de précaires qui étaient foudrage contre ceux qui étaient plus pauvres qu'eux, parce qu'ils disaient, eux, au moins, ils ont droit aux aides et moi, j'ai droit à rien. Donc l'universalité, c'est quand même un principe de la sécurité sociale au départ des aides. Et puis recréer, d'abord mettre en place des réformes, on vient d'en parler. Et en fait, plus on est précaire, plus on a envie de vraies réformes, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, voire le tirage, le fait que des citoyens tirés au sort gouvernent, ça, c'est des choses, plus on est précaire, plus on est en faveur, avec le sentiment qu'il faudrait enfin essayer de nous associer à ceux qui gouvernent. Et je termine sur un sociologue que j'aime bien, c'est un peu ancien déjà, c'est un Danois qui s'appelle Henrik Bang, et il parle de The Everyday Maker. Il dit, attendez pas les changements d'en haut. C'est toutes ces procédures informelles au niveau du voisinage, dans la vie quotidienne, au jour le jour, c'est the everyday makers, c'est la démocratie ordinaire qui sera le fondement avec la démocratie sociale. Merci Nona. Et à propos en fait de cette démocratie ordinaire, Vincent, à ton avis, il faudrait renforcer les parties in the electorate ou c'est un peu une cause perdue et il faudrait peut-être aussi chercher de nouvelles formes d'engagement? Le souci, c'est que en fait, le souci, il vient d'en haut d'abord. C'est-à-dire que party in the electorate, ça allait très bien. En fait, les responsables politiques vivaient très bien avec l'idée que les électeurs étaient dans une forme de remise de soi. Ça a marché extrêmement bien. C'est pas de moi, c'est de Bourdieu, la remise de soi. Et je pense qu'effectivement, c'était parfait pour fonctionner à la française, avec des gens qui savent, qui décident, qui choisissent tout seuls, et puis des citoyens qui suivent. Donc ça, désormais, c'est mort. À ceci près que cette manière de faire une démocratie par les élus continue à perdurer. Et c'est probablement particulièrement français. Je parle sous le contrôle de Frédéric, de Max Valentin, de Camille, mais c'est particulièrement français d'avoir cette manière de gouverner par en haut sans se soucier finalement même de sa propre légitimité. On a vu lors des dernières régionales que certains présidents de région étaient élus dans le cadre de pentagulaires avec un niveau d'abstention de plus de 50%.
Et so what? Ils s'en moquent, ils continuent, tout va bien. Et donc effectivement, on a là un problème qui vient de la démocratie par les élus, pas nécessairement par les citoyens. Et donc l'enjeu, il est probablement ici. Et ça se voit aussi dans la manière dont les partis eux-mêmes sont en train, par exemple, de préparer cette présidentielle. Sont-ils dans une logique où ils vont chercher de l'expertise ailleurs, ou recommencent-ils à préparer les choses entre eux? Et ça, mine de rien, on le sait aujourd'hui, l'expertise, on a parlé des citoyens, mais l'expertise sur la société, sur ce qui pourrait être fait en termes de politique publique, elle est beaucoup plus souvent dans les syndicats, dans les assos environnementales, dans les assos en général. Rappelons-nous, ELV, c'est 14 000 votes à la dernière primaire, et France Nature Environnement, c'est 600 000 personnes. Voilà, donc il y a un moment, il y a un vrai travail de décentrement des élus, parce qu'effectivement, vraisemblablement, que notre démocratie est probablement l'une des pires démocraties de ce point de vue-là, par en haut. Voilà. Changement et culture des élus, ça tombe bien, on est à Sciences Po. Oui, c'est parfait, oui, c'est dans le bon endroit. Alors, je suggère d'ouvrir les débats avec la salle s'il y a des questions. Même si vous n'avez pas eu la possibilité de déjà lire l'ouvrage, je pense en fait que la discussion vous donnera peut-être quelques éléments de réflexion. Il y a déjà quelqu'un qui souhaite intervenir. Je propose qu'on collecte peut-être 2 questions et après on enchaîne, si ça vous va. Merci de donner la parole à un ancien de cette maison, très heureux d'être là aujourd'hui. Dans les alternatives possibles, vous n'avez pas parlé de décentralisation, de ce qui est ce qu'on appelle la subsidiarité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là, aussi ce qu'on dit en bon français du bottom-up? Merci beaucoup. On pose la question, pardon. 2 questions, si vous permettez. On a bien compris que la démocratie sociale était en déficit en France, que c'était le nœud de la crise démocratique que traverserait notre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres notions qui touchent plus aux régaliens, comme par exemple la sécurité, qui pourraient aussi expliquer le comportement électoral d'une partie de la population, vraisemblablement vers des partis considérés comme illibéraux, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous estimez que la Ve République doit être changée, réformée avec évidemment sa consécration, j'allais dire, de l'exécutif, ou qu'au contraire, le fait qu'elle permette un exécutif fort, ou en tout cas qui a les moyens de l'être, est un garde-fou aux tentations plus autoritaires qu'on peut constater avec des nuances plus ou moins fortes en Hongrie ou peut-être en Italie, en tout cas pour le moment, qui n'affectent pas encore la France. Merci pour beaucoup. Le moment. J'ai oublié de dire, n'hésitez pas à vous présenter si vous souhaitez les faire avant de oui. Alors, on a donc 2 questions sur la subsidiarité et la sécurité et dans les comportements électoraux, notamment des électeurs des partis d'extrême droite. Je laisse la parole à celles et ceux qui souhaitent répondre. Peut-être sur la question du comportement électoral, Nona Mayer. Sur l'extrême droite, donc quel rôle pour la sécurité? Sur la sécurité, on voit ouais. clairement que là, dans toutes les enquêtes confirment que la sécurité vient au même niveau ou tout de suite après le niveau de vie. C'est les préoccupations économiques et sociales qui sont les premières. Toutes les enquêtes le montrent, quelle que soit la manière de poser la question. Mais la sécurité est en train de monter dans toutes nos enquêtes. Donc évidemment que c'est un problème. Et la sécurité, c'est un droit. Tout dépend comment on la cadre. Il y a différentes manières de répondre à cette demande de sécurité. Et peut-être que du côté de la gauche, on ne sait pas toujours bien se saisir de cet enjeu. Il n'y a pas qu'une solution, c'est la faute aux étrangers ou la priorité nationale. Donc, mais je suis tout à fait d'accord, la sécurité, c'est un droit. Et il y a des banlieues pourries où on a droit à la sécurité autant que dans les quartiers résidentiels. Donc ça serait ma réponse. Merci Nona. Max Valentin, tu veux peut-être répondre sur la subsidiarité? Oui, alors sur l'idée d'une subsidiarisation qui pourrait... contribuer à renouveler les liens entre les élus et les citoyens. Effectivement, c'est une piste à creuser. Notamment, alors j'évoquais précédemment les données de l'Eurobaromètre sur la perception des institutions et des acteurs politiques. Il se trouve qu'il y a un type particulier d'autorité envers lesquels les citoyens, pour le coup, accordent majoritairement de la confiance.
et donc pour une fois la France est plutôt dans la moyenne européenne, ce qui est assez exceptionnel, c'est justement les autorités régionales et locales. Par conséquent, on peut se dire que si jamais on renforçait le pouvoir de ces entités, peut-être qu'on pourrait amorcer une dynamique de plus grande confiance entre les élus et les décideurs politiques. D'autant plus que pour créer un lien de confiance citoyen-élu, il y a non seulement la dimension quelles sont les retombées du mandat de l'élu pour lequel je vote, mais aussi il y a l'aspect proximité qui joue et l'aspect identification. Et à mon avis, ça peut être justement une piste à explorer pour éventuellement amorcer une refonte du système politique français. D'accord. Il y avait Vincent et après Frédéric. Ouais, j'avais juste 2 remarques. La Constitution de la Ve République comme garde-fou démocratique, si jamais Marine Le Pen ou Jordan Bardella est au pouvoir, je pense qu'on va s'en interroger très très fortement. Hein. Rappelons-nous que la Constitution américaine, de ce point de vue-là, en termes de check and balances, est quand même vachement mieux construite. Et pourtant, je ne suis pas constitutionniste, et pourtant, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Sur la question de la subsidiarité, moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, on ne fait que reproduire le même type de modèle. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même aujourd'hui avec des élus qui gouvernent un petit peu seuls et qui n'ont pas besoin. Et on a même mis en place des intercommunalités qui font qu'il y a encore moins de démocratie. C'est-à-dire de plus en plus de pouvoirs au sein des communes sont décidés entre élus, avec une incapacité pour les citoyens de pouvoir intervenir au quotidien pour faire bouger les choses. Donc méfions-nous. La démocratie locale, elle peut être tout aussi élitiste que la démocratie nationale. Frédéric, tu voulais rebondir? Ouais, un petit point de prolongement sur la déconsolidation démocratique. Ce que les études comparatives montrent aujourd'hui de manière assez convaincante, objectivement, c'est que les démocraties, quand elles s'effondrent, elles ne s'effondrent pas, enfin les démocraties libérales, pardon, quand elles ne s'effondrent pas parce qu'elles ne performent pas bien économiquement. Ça, c'est un driver assez faible de la déconsolidation démocratique. Elles s'effondrent plutôt par le haut, par le biais d'élites politiques qui font de petites entorses à l'état de droit, qui font de petites entorses aux lois courantes en imposant l'état d'exception. Et donc, ne vous attendez pas à ce que la démocratie s'effondre d'un bloc en faisant badaboum. Elle s'effondre à bas bruit. D'ailleurs, elle est en train de s'effondrer à bas bruit dans plusieurs pays, aux États-Unis. Donc la déconsolidation démocratique se produit de manière incrémentale. Si on se décale un petit peu et qu'on regarde d'autres pays, la démocratie se déconsolide davantage dans les démocraties déjà déconsolidées. Autrement dit, il y a la dynamique de montée de l'autoritarisme, ce qu'on appelle l'autocratisation aujourd'hui à l'international, c'est davantage une dynamique où les pays très faiblement démocratiques s'autocratisent encore davantage, donc une autocratisation intensive plutôt qu'une autocratisation extensive. Un plus grand nombre de pays qui basculent dans l'autoritarisme. Donc l'idée, c'est que c'est graduel, progressif. Et j'en viens au point des réformes, alors sans évoquer la question de l'hyperprésidentialisation. Dans un certain nombre d'enquêtes, typiquement très récemment dans l'International Social Survey Programme, dans le volet français, on a posé des questions, et ces questions ont été soufflées par Camille, sur le type de réforme que les Français trouveraient acceptable. Et très massivement, réduire les pouvoirs du président de la République est quelque chose qui est plébiscité. Le casier judiciaire vierge pour les élus est plébiscité. Je dis plébiscité, c'est à hauteur de 90%. Le salaire moyen pour les élus aussi fait des scores de 70%. Si vous voulez en savoir davantage, je vous renvoie vers la note de synthèse qu'a écrite Camille avec Lilian Austin. Et je continue la petite plage de pub en mentionnant un point qui est important, et sinon Nana va pas être contente. On a promu ce livre à travers différents billets sur le site de The Conversation. Donc on remercie The Conversation d'avoir été notre partenaire sur ces choses-là. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et avoir des arguments un petit peu plus déroulés, allez regarder les 5 billets qui sont déjà sortis sur le site de The Conversation. Voilà. D'accord. Et oui, Nona. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la Constitution. La Constitution peut être utilisée contre elle-même. Ça vaut tout à fait la peine d'aller voir la proposition de loi déposée par le Rassemblement national qui va utiliser l'article 11 de la Constitution en invoquant les mains du général de Gaulle pour
installer la préférence nationale, la priorité nationale comme principe fondateur et la prééminence du droit national sur le droit européen. Donc, on peut instrumentaliser les constitutions. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la réflexion sur la relation entre réforme constitutionnelle et extrême droite, ou programme ou même politique d'extrême droite, je vous conseille la lecture d'un papier qui n'est pas sur The Conversation, mais qui est sur AOC et qui a été écrit par Étienne Ollion assez récemment, où justement, en fait, il nous offre des pistes de réflexion sur la tenue ou pas de la démocratie française face à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national aux prochaines élections présidentielles. Est-ce qu'il y a des autres questions? Merci beaucoup. Donc on collecte encore un peu. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, Dimitri Courant, chercheur postdoctoral au CEVIPOF. J'avais une question concernant du coup sur le mécontentement des citoyens. Est-ce qu'on a des éléments du coup quanti mais un peu quali d'analyse, enfin de qu'est-ce que les gens pensent en termes d'analyse causale? Est-ce qu'ils sont pas contents d'un phénomène, mais est-ce qu'on a des données déjà sur la façon dont ils expliquent comment ce phénomène arrive? Donc est-ce qu'ils ont une approche par le problème, c'est que le président a trop de pouvoir, donc une analyse constitutionnelle, ou est-ce qu'ils ont un problème en termes de reproduction sociale? Sélection du personnel politique est très biaisée en faveur des élites, donc du coup ils font pas des choses pour les gens ordinaires. Ou est-ce qu'ils ont une analyse en termes de lecture de partis? Le problème c'est l'idéologie et le fait que les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord, et finalement ce serait une lecture un peu plus centriste, consensualiste, ou au contraire c'est qu'il n'y a pas assez de polarisation. Donc là c'est la lecture Piketty-Cagé de la bipolarisation c'est bien, la tripolarisation. Enfin, est-ce qu'on a des éléments de mécanisme? Est-ce qui connecte ça? Je pense à un papier qui avait été fait par Gourgatol qui a été publié en sociologie, où il montrait qu'en fait il y a une forme de résignation, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contents du tout, mais en fait ils ont quand même du mal à penser les alternatives. Et je ne sais pas comment votre recherche dialogue avec ça. Et dernier point, en quoi est-ce que le diagnostic français serait différent du diagnostic allemand, anglais, espagnol? Parce que du coup ils n'ont pas du tout les mêmes systèmes que nous. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des éléments de diagnostic transversaux européens ou pas du tout? Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Alors Thomas Brun, étudiant en master de recherche en politique comparée. Je vais commencer par vous remercier pour l'échange et pour la présentation qui est déjà passionnante. Et je voulais vous soumettre une question qui m'est venue en vous écoutant, à laquelle j'ai pas du tout de réponse, c'est celle de la question du temps et de l'articulation des échelles de temps dans l'action politique. On a parlé de modifications démocratiques pour venir en prenant l'exemple de la Californie où vous parliez du recall, que je trouvais intéressant, effectivement, de se dire on élit des représentants politiques si jamais on les juge sur les faits, si jamais les faits ne nous plaisent pas, on ne va pas laisser des gens illégitimes et on peut lancer une procédure pour ça. Et puis, Élodie Thuret, vous avez parlé juste après de la question des jeunes, et vous avez notamment parlé du fait de quelque chose qui pourrait peut-être aider la participation des jeunes, ce serait la mise en place de politiques pérennes et durables, et donc sûrement sur le temps long, pour favoriser la démocratie. Et ça me fait penser à une question qui est sûrement pas nouvelle, mais qui a, je pense au juriste Laurent Fombosti, qui essaie de croiser les questions de droit de l'environnement et de droit constitutionnel avec les SHS, et qui montre notamment que pour les politiques environnementales, les faire sur un temps court et sur des mandats courts, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc je me demande si vous avez des idées sur comment est-ce qu'on concilie ça, la démocratie et les gens qui sont là pour voter, et puis certaines politiques qui nécessitent une mise en place sur un temps un peu plus long. D'accord, merci beaucoup. On arrive presque à la fin, donc je vous propose de commencer par Élodie, cette fois, avec la dernière question qui était posée par Thomas. Oui, je vais reprendre très clairement ce que développe Camille Penny dans son livre Pour une politique de la jeunesse. Lui, en fait, ce qu'il dénonce, c'est qu'il y a en fait une sorte de millefeuille de petites mesures d'aide à l'emploi qui sont finalement assez ponctuelles et finalement qui ne permettent pas aux jeunes de sortir de la précarité. Et lui, en fait, ce qu'il cherche à mettre en avant, enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste de la jeunesse, hein, donc je m'appuie sur les travaux des autres. C'est aussi collectivement que se fait la recherche. Lui met en avant déjà le fait qu'il y ait la possibilité pour les jeunes d'avoir accès au RSA dès 18 ans. Donc là, ça serait typiquement une grosse politique qui serait pérenne. Et même, en fait, il y a un changement de mentalité à opérer dans le rapport aux jeunes et dans leur place en tant que citoyens sur le plan économique, c'est qu'ils soient considérés à part entière comme des citoyens économiques dès l'âge de 18 ans et pas seulement considérés comme les enfants de leurs parents jusqu'à l'âge de 25 ans.
Et là, je m'appuie sur les travaux notamment de Tom Chevalier qui a beaucoup réfléchi à cette question. Oui, non, vas-y. Moi, je voudrais rebondir sur le qualitatif. C'est toujours important d'avoir des entretiens. En fait, mes données sont anciennes, mais elles apportaient des choses. C'était avec Céline Braconnier, on avait coordonné une recherche sur les inaudibles. Et on avait à la fois un sondage et on avait des enquêtes auprès de personnes en situation de grande précarité. Mais elles suivaient la politique. Elles utilisaient les journaux gratuits, elles avaient des idées sur la politique. Et leur diagnostic, c'était... Ces gens-là, ils ne sont vraiment pas comme nous, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie quotidienne. Il y en avait une qui me disait, au fond, ça serait bien si le président de la République, c'était un pauvre. Parce que lui, il saurait comment on vit tous les jours. Et une autre qui disait, je voudrais le prendre par la main, puis lui montrer comment c'est facile de m'occuper de mes enfants, de chercher du boulot, d'aller à l'autre bout du département. Donc, ils ont des idées, mais c'était en termes de classe. Et Marine Le Pen séduisait. On disait, moi, je ne vais jamais voter pour elle. Hein. Moi, je suis d'origine étrangère. Mais enfin, quand même, ça nous change des costumes-cravates. Et puis, au moins, quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit. Donc, il y a un phénomène de classe qui est très important. Là. Très intéressant. Frédéric, tu vas rebondir. Ouais, un mini rebond sur les deux points. L'impossibilité de penser au-delà de la représentation, qui est le papier de Guillaume Gourgue et Jessica Santi et al. Alors, moi, je pense que le constat qui conduit à dire que les citoyens n'arrivent pas à penser au-delà de la démocratie, c'est qu'on leur a jamais véritablement posé la question. Et pour avoir fait récemment des focus group où on prend cette question-là, penser au-delà de la représentation comme un objet de recherche, on obtient des choses. On obtient véritablement des choses autres que le modèle représentatif adossé avec une démocratie furtive, qui est un petit peu la lecture dans le papier de Guillaume et Jessica. On l'a fait il y a quelques mois avec Céline Belot dans le cadre d'un projet de recherche européen où on a abordé un peu par la bande cette question au-delà de la représentation. Il sort quand même des choses. Alors sur votre point, pour moi, le verbatim quali dominant aujourd'hui, c'est déni de souveraineté populaire. La souveraineté populaire est bafouée, elle est confisquée. Nous sommes le peuple, ils nous volent notre pouvoir. Je le formule de manière en signaux plutôt qu'en argumentation, mais c'est comme ça que ça sort. Merci Frédéric. Vincent, un dernier. Ouais, deux petits points très rapides. Alors d'abord sur la question des préférences mécaniques causales, etc. Il y a bientôt un bouquin qui va sortir à l'ULB d'une certaine Camille Podoc. Je le suggère très très fortement. Il nous complexifie la vie, c'est assez terrible. Mais c'est ça aussi la recherche, c'est qu'on se complique la vie. Sur la question du temps, je crois qu'il y a un des trucs les plus importants à bien avoir en tête, c'est que ce qui se passe aujourd'hui sur la France, effectivement, se retrouve sur différentes échelles ailleurs. Mais ce qui se joue aussi, c'est vraisemblablement effectivement des effets de renouvellement générationnel. Notamment, peut-être que quelque chose qui se joue autour de la génération du baby-boom, de ce qu'elle a pu produire et de ce qu'elle continue à faire et à produire en termes de vote. Leur basculement vers le RN est quelque chose de très très inquiétant. Mais il n'empêche qu'il y a aussi quelque chose qui se joue sur l'arrivée de toutes ces nouvelles générations qui sont finalement beaucoup plus informées, beaucoup plus capables de jouer leur rôle, et à qui on ne laisse finalement pas tant que ça de place et de capacité à peser. Et donc, ça se joue différemment dans différentes sociétés, ça se joue différemment dans différentes institutions. Pourquoi, par exemple, en Suède, ça se passe mieux qu'en France ? Tom Chevalier, qui a été cité précédemment, le dit bien. Voilà, il y a tout un ensemble qui doit nous interroger sur la manière dont nous faisons société et dont nous faisons politique. Merci beaucoup. Alors, je termine. Il y a une dernière question, peut-être, oui. Très, très courte, s'il vous plaît. Oui, parce que... Ouais. Vous parlez, à raison évidemment, beaucoup de l'extrême droite et du Rassemblement national comme menace pour la démocratie en France, mais pas que. Vous ne parlez pas du tout de l'extrême gauche et notamment de la France insoumise. Pourquoi ? Parce que vous pensez que son discours et sa vision du monde est moins dangereuse pour la démocratie, ou parce que LFI et ses alliés seraient moins proches du pouvoir que les RN ? Je peux répondre rapidement. Je ne suis pas un spécialiste de la LFI et de la manière dont la LFI prend ses décisions. Vous savez bien qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de crises internes. De ce point de vue-là, ça interroge parce qu'on se rend compte qu'entre ce qui se passe dans le parti, ou son supposé parti, et ce qui se passe du côté des électeurs, les choses sont très très différentes. Et de ce point de vue-là, on peut aussi se rendre compte que, en fait, LFI seul, ça ne fonctionne pas. Quand c'est la NUPES, étonnamment, c'est là où ou la NUPES ou le NFP, c'est là où ça recrée de la dynamique. Et donc, en fait, le problème aujourd'hui de beaucoup d'électeurs qui pourraient être atterrés par la gauche, c'est
chacun de ces partis pose problème. En revanche, quand ils sont ensemble, ça va mieux. Donc c'est une vraie interrogation. Voilà. Merci Vincent. Je dois donc clôturer cette séance. Merci beaucoup. J'espère en fait que vous avez eu assez d'arguments pour lire l'énième livre sur la crise de la démocratie. Ça vous change les lunettes et ça permet de penser la crise de la démocratie comme une opportunité, un défi, mais aussi une opportunité. Merci et bonne soirée. Je passe la parole au deuxième panel sur les élites. Damien, je te laisse. Merci à toi. Eh bien... Merci à tous et à toutes. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette table ronde qui porte sur la déconnexion des élites. Je pense qu'on a eu une très belle transition juste avant la petite pause, puisqu'on nous rappelait effectivement, malgré le soutien des citoyens au principe même de la démocratie en France, en France et ailleurs, on observe évidemment un détricotage de la démocratie dans certains pays, notamment les États-Unis, comme tu le rappelais, Frédéric. Qui, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport je ne pense pas que le détricotage se fasse sans bruit ou à bas bruit aux États-Unis. Quand je pense à Donald Trump, ce n'est pas forcément l'expression qui me vient en tête. Mais enfin, en tout cas, les élites détricotent la démocratie par endroits, et donc je pense que c'est donc important de s'intéresser à ces élites politiques, et c'est ce qu'on va faire. Donc, dans cette deuxième partie, on a de nouveau 5 intervenants très brillants. On va commencer par Céline Belot du Pacte à Grenoble. On a Emiliano Grossman du CDSP de Sciences Po, Romain Lachat du CEVIPOF de Sciences Po, Olivier Filleul de Crapule Lausanne et Camille Bedoc, qui a été beaucoup citée, du CED de Bordeaux. Donc on va faire comme à la table ronde précédente, si ça ne vous dérange pas. Donc on va faire 2 tours de parole pour chacun des intervenants et intervenantes. Très court, 3 minutes maximum. On va commencer par les constats, d'accord ? Donc le diagnostic, constat de la démocratie par les élites, on va dire, en France. Donc je vous laisse, on va suivre l'ordre du programme, si ça te va. On commence par toi, Céline. Alors je ne sais pas si tu veux prendre ce micro-là. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous parler d'un chapitre de cet ouvrage qu'on a fait avec Tinette Schnatterer et qui vise à comprendre pourquoi et comment les gouvernants commandent des sondages, quel est leur usage de la commande de sondages dans l'exercice de leurs fonctions. Et on a travaillé en particulier sur les sondages de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. C'est à partir d'une étude qui est non exhaustive, mais on en a quand même beaucoup, des sondages. Pourquoi Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ? D'abord parce qu'ils en ont commandé beaucoup, et puis aussi parce que, vous le savez certainement, en France, cette commande publique de sondage, elle n'est pas transparente. On n'a pas accès à tous ces sondages, mais on a eu accès à un certain nombre pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais que vous trouverez dans l'ouvrage. Alors, pourquoi on s'y intéresse à ces sondages ? Parce que les sondages sont aujourd'hui au cœur du lien de représentation. À leur création, ils étaient vus comme l'instrument qui allait pouvoir permettre l'expression de la volonté citoyenne à tout moment, et donc de nourrir la réactivité démocratique des gouvernants par rapport aux préférences des citoyens. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est toujours une boîte noire. Il y a un refus des gouvernants de reconnaître leur relation au sondage. On a cette très belle phrase de Sarkozy. « Mon devoir, c'est d'être dans le bon tempo, pas dans le tempo du dernier sondage, pas dans le tempo de la dernière manifestation, dans le tempo de l'intérêt général des Français. » Il dit ça au moment où il vient de dépenser 3 millions en une seule année pour commander des sondages à la présidence de la République. Et aujourd'hui, on a une controverse scientifique autour de ça. Certains disent que le rôle des sondages dans la capacité des gouvernants, c'est d'être réactif à l'opinion publique, s'ils sont utilisés comme ça. Et d'autres disent que, en fait, c'est uniquement des instruments de persuasion de la part des gouvernants, et donc d'imposition, d'un cadrage des problèmes des politiques sur les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé, nous, dans les sondages de Sarkozy et de Macron ? Alors, on a d'abord trouvé qu'ils posent énormément de questions d'image. Alors, énormément, c'est surtout pour Sarkozy. C'est moins le cas pour Macron. Et on ne sait pas complètement si c'est dû à la non-exhaustivité de nos données ou pas. Mais alors, Sarkozy, pour tout vous dire, c'est sur les 2523 questions qu'on a étudiées de Sarkozy, c'est 1400 questions qui sont des questions d'image. Couverture de ses déplacements, alors image, popularité, couverture de son mariage, qu'est-ce qu'on en pense, nous, les citoyens français, de son mariage, couverture aussi de la popularité de ses adversaires. Macron, lui,
il en parle beaucoup moins, mais donc c'est 10% seulement. Alors, est-ce que c'est bien ou pas qu'il pose des questions sur l'image? On peut considérer que la popularité, ça participe de la capacité des gouvernements à agir, et donc c'est important pour les gouvernements de s'interroger sur leur image. Mais évidemment, ça peut aussi participer, et ça participe à des processus de dépolitisation, voter sur l'image plutôt que sur les politiques, et puis ça contribue à une campagne permanente qui va faire que, contrairement à ce que nous dit Sarkozy, on ne peut pas travailler pour l'intérêt général puisqu'on est en permanence dans la campagne. Ça, c'est le premier gros paquet de questions. Notre deuxième gros paquet de questions, et ensuite je m'arrête là. On a quand même beaucoup de questions aussi sur les enjeux politiques. Et ces enjeux politiques, ils sont particulièrement importants dans les sondages commandés par Macron. Et ce qu'on voit, c'est que l'instrument, il est multifonction. Il est notamment utilisé par Macron chaque fois qu'il est en fait, il est en incertitude. Et là, il va aller chercher de la connaissance. Alors, dans le cas du Covid, dans le cas des Gilets jaunes, tout d'un coup, on voit qu'il a perdu sa boussole et il faut que les sondages lui apportent de la connaissance. Ensuite, elles sont utilisées dans la mise en agenda pour rendre aussi certaines propositions plus acceptables. Donc là, on a les mécanismes de persuasion. Aussi sur de l'évaluation des politiques publiques. Donc on voit, ils l'utilisent à tous les moments de leur action publique. Donc on voit bien, c'est vraiment un instrument multifonction. Alors quel bilan de cette commande des sondages? Ça montre, notre chapitre il montre l'importance dans leur pratique d'avoir recours à une opinion publique, un usage très instrumental, et donc certains usages qui peuvent nourrir le lien représentatif, alors que d'autres clairement l'abîment. Quand on pose des questions sur ce mariage, par exemple, c'est pas exactement pour le bien de la démocratie. Merci beaucoup, merci beaucoup. On passe ensuite au deuxième, c'est Emiliano, je pense, dans l'ordre. Très bien. Merci beaucoup aux organisateurs et aux éditeurs du livre et de l'invitation ce soir. Donc, avec Isabelle Guinaudot, on a écrit un chapitre dans ce livre donc, sur la question de savoir si le fait de tenir ses promesses électorales, ça a un effet en termes de popularité. Et la réponse, et là je m'inscris en faux par rapport à la déconnexion des élites. Les élites tiennent parole, mais les électeurs non, en gros. Donc même si on tient parole, on perd en popularité. Et c'est ça finalement ce qu'on trouve. D'abord, 2-3 mots sur les promesses électorales. Donc ça c'est plus le travail d'Isabelle, mais en fait elle a codé, en fait elle a fait un travail de fourmi à rechercher chacune des promesses électorales dans les programmes électoraux et ensuite rechercher dans quelle mesure elle avait été mise en œuvre. Elle est même allée dans les ministères pour parler aux responsables, etc. Est-ce que cette mesure, est-ce que vous l'avez mise en œuvre, comment, etc. Et elle trouve qu'en moyenne, depuis Chirac II, disons que Chirac I c'était un peu compliqué parce qu'il arrive au pouvoir et 2 ans après il perd le pouvoir parce qu'il dissout l'Assemblée et c'est les socialistes qui gagnent. Mais depuis Chirac II, en moyenne, les gouvernements tiennent 60% de leurs promesses, avec le vainqueur toute catégorie, ça peut être surprenant, François Hollande, avec 70%. Mais même Nicolas Sarkozy, qui avait quand même rencontré une situation assez compliquée aussi, c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir avec un programme électoral de baisse d'impôts et se retrouve avec la pire crise économique depuis 1929, mais qui quand même met en œuvre plus de 60% de ses promesses. Donc ce qu'on constate pourtant en termes de popularité, c'est qu'il y a un déclin. Donc tous les présidents arrivent avec un pic de popularité juste après l'élection, et après ça diminue de manière constante et inexorable. Qu'est-ce qui explique cette déconnexion, donc non pas des élites, mais la déconnexion entre tenue des promesses d'une part et popularité d'autre part? Première chose, les gens ont une connaissance assez faible des promesses une fois les élections passées. Ça, c'est normal. En plus, ces promesses sont tenues en général au cours de la première année pour l'essentiel. Donc 3-4 ans après, on a oublié depuis longtemps ce qu'on avait promis à 4 ou 5 ans avant. Deuxièmement, il y a un biais de négativité, c'est-à-dire qu'on se souvient davantage des promesses non tenues que des promesses tenues. Donc, c'est-à-dire que là, il y a et ce biais est en plus exacerbé par les médias qui vont davantage se concentrer sur les échecs que sur les succès, entre guillemets. Tout ça n'est pas spécifique à la France. Ce qui est spécifique à la France, par contre, c'est que dans un système majoritaire, par ailleurs, on finit par voter très rarement pour le parti qu'on préfère le plus. C'est-à-dire que de toute façon, le parti pour lequel on a voté, ce n'était pas notre parti de rêve, notre programme de rêve, etc. Donc du coup, même les promesses tenues, ce n'était pas tout à fait ce qu'on espérait. Et à cela s'ajoutent du coup toutes les petites déceptions
qu'on appelle nous le coût de gouverner, the cost of ruling, c'est-à-dire que le temps qu'on passe au pouvoir est nécessairement ponctué par des échecs successifs. Et ceux qui de toute façon n'étaient pas très pour ce parti au départ vont être de plus en plus frustrés et de plus en plus contre. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup Emilienne. Romain. Bonsoir. J'aimerais vous parler d'une analyse que j'ai faite pour ce livre qui porte sur les propositions de réforme visant à renforcer la démocratie participative. On distingue généralement deux formes de démocratie participative, démocratie directe et démocratie délibérative. Donc j'ai analysé le soutien des partis politiques aux réformes de démocratie participative sur la base des programmes des candidats aux deux dernières élections présidentielles, avec également une perspective comparée, mais que je n'aborderai pas ici, pour essayer d'un peu structurer, identifier différents types de réformes et de comprendre à quelle forme, à quel clivage politique elles correspondent. Donc on remarque que la plupart des partis mentionnent en tout cas une forme de réforme qui vise à renforcer la démocratie participative, mais avec une très grande variété d'instruments et des différences quantitatives et qualitatives qui sont importants. Donc, il s'agit de réformes, par exemple, d'élargir le champ du référendum, d'introduire des assemblées délibératives, de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne et d'autres réformes. Donc, ce que je montre, c'est qu'on peut structurer cette variété de réformes selon deux types de directions différentes. La première, que j'appelle top-down ou contrôlée par le haut, c'est de mettre en avant des formes de participation qui renforcent la participation populaire, mais qui restent contrôlées par les élites, tant sur le calendrier que sur les sujets ou les propositions exactes qui sont soumises à l'approbation populaire. Le deuxième est des réformes bottom-up ou des réformes plus ouvertes qui visent à laisser une plus grande liberté aux citoyens pour eux-mêmes formuler les propositions sur lesquelles on doit décider ou pour décider du calendrier de ces interventions. Et ces deux dimensions sont indépendantes l'une de l'autre. On ne choisit pas soit l'une, soit l'autre. Certains partis veulent renforcer les deux, certains partis seulement une ou aucune des deux. Donc pour essayer de voir quel parti ou quel clivage politique explique le soutien plus ou moins marqué à ces deux formes de renforcement de la démocratie participative, je montre que le clivage, le soutien aux réformes bottom-up, aux réformes ouvertes, aux propositions par le bas, suit largement un axe gauche-droite ou progressiste conservateur. Tous les partis de gauche défendent très fortement la mise en place de formes de démocratie délibérative. On le trouve un petit peu 2017-2022 dans La République en marche, pas du tout à la droite ou très peu à droite et pas du tout à l'extrême droite. L'usage de la démocratie directe, top-down, par contre, correspond pas à un clivage gauche-droite, mais à un clivage entre les partis populistes et les partis plus centristes. C'est très fortement mis en avant par les partis populistes à gauche et à droite, tant LFI que le Rassemblement national met très fortement en avant l'utilisation de cette forme de démocratie directe. Voilà, pour mes 3 minutes, je continuerai dans quelques instants. Merci beaucoup Romain. Olivier ? Oui, alors, le papier que j'ai co-rédigé avec Fabien Jobard dans le livre porte sur le maintien de l'ordre, ou plutôt sur les politiques de maintien de l'ordre, puisqu'il s'agit moins de parler du maintien de l'ordre comme pratique policière, comme technique policière, même si on l'aborde, mais plutôt de la manière dont l'État, l'autorité civile, comme on dit, s'appuie sur le maintien de l'ordre, sur différentes formes de maintien de l'ordre, pour faire avancer sa politique, son agenda, etc. Et à entendre ce qu'on a entendu dans la première table ronde et ce qu'on entend ici, il est clair que notre papier pointe ce qu'on pourrait appeler une crise des ciseaux, c'est-à-dire d'un côté, ça a été pointé, une demande croissante de participation démocratique, une demande croissante, pas par toute la population, mais par des groupes qui ont des groupes environnementaux, etc., toutes sortes de groupes qui donc réclament, semble-t-il, plus qu'avant, mais on va revenir là-dessus, de pouvoir participer et se faire entendre. Et puis de l'autre côté, un État dont on peut dire, c'est moi qui le dis, mais on pourrait le démontrer, je pense, un État qui connaît une certaine dérive autocratique dans ses modes de gestion, qui est de plus en plus intolérant à l'expression des opinions divergentes. Au fond, on est dans c'est une comparaison qui ne vaut pas raison, mais on est un peu dans un moment qui ressemble à la période Thatcher du début des années 80, où d'un côté, vous avez un État, un gouvernement qui mène des politiques, quoi qu'on en pense, mais qui sont évidemment destructives pour un ensemble
de fraction de la population, etc. Et de l'autre côté, mais c'est vraiment, ça marche la main dans la main, des politiques publiques en matière de maintien de l'ordre qui deviennent extrêmement dures, avec une répression très forte, parce que tout simplement, le projet, c'est de faire passer ces réformes, et que pour faire passer ces réformes, on ferait tous la même chose si on voulait faire passer des réformes, j'imagine, eh ben, il faut passer en force lorsque ça résiste. Alors, le résultat, c'est que quand on se pose la question du rapport quand on se pose la question de la déconnexion des élites, dans ce domaine-là, en réalité, ce sont les élites qui se déconnectent de la population, des protestataires, plutôt que le contraire. Et ça, dire cela, c'est aller exactement contre le langage dominant et même ce qui traîne dans nos têtes. Parce que, je le dis rapidement, mais on lit partout, et c'est évidemment entretenu par une propagande, c'est entretenu aussi dans les médias, mais aussi par les gens de la meilleure volonté possible, parce que c'est devenu un discours partagé. Cette idée qu'il y a de plus en plus de menaces, il y a de plus en plus de mouvements violents, on est revenu à l'ère de l'émeute, etc., etc. Tout ça n'est pas entièrement faux, mais c'est le produit, dirais-je, d'une autoprophétie réalisée, au sens que l'autorité civile, l'État, les gouvernements ont mis en place, comme une autoprophétie réalisée, toutes les conditions pour qu'effectivement, face à une insatisfaction totale, face à un refus d'entendre, un refus d'écouter, face à une répression parfois assez sauvage, parfois mal maîtrisée, eh bien, les protestataires, les citoyens mécontents adoptent leur tactique. C'est toujours un jeu, hein, on monte les tours, si vous voulez, donc face à une répression très forte, on passe à d'autres modes d'action. La montée en puissance, le discours aujourd'hui partagé sur la désobéissance civile vient de là, hein, ça a existé avant, mais ça revient évidemment au centre. La question de l'émeute comme forme, la légitimité de l'émeute, il y a tout un tas de publications qui sont sorties là-dessus récemment, indique bien que la légitimité croissante du recours à l'émeute dans des groupes protestataires est indissociablement le produit, certes, d'un radicalisme, mais radicalisme bien entretenu, voire créé, voire suscité par des pouvoirs publics qui sont devenus sourds. Alors, si j'ai encore une seconde, pour conclure sur ce point qui me paraît essentiel, on pourrait dire que la manière dont, en France, dont les pouvoirs publics ont recours au maintien de l'ordre, donc les consignes de l'autorité civile, vise un but théâtrocratique. C'est un mot un peu compliqué, mais ça vient de Georges Ballandier. C'est l'idée, en gros, de la politique spectacle. Le maintien de l'ordre est devenu aujourd'hui, donc sur le terrain, le maintien de l'ordre sur le terrain, comment on manœuvre les hommes, qu'est-ce qu'on fait, etc., avec quoi on tire, sur qui on tire, est devenu dans les instruments du pouvoir politique, et ça date de 2014-2016, hein, c'est pas le gouvernement actuel, c'est une histoire. Tu l'as dit tout à l'heure, tout ça va tout doucement, mais sûrement, et donc c'est pas d'un coup que ça change. Hein, le papier fait un peu la liste des étapes. Donc ce recours à la théâtrocratie, c'est la mise en scène, en quelque sorte, du danger, de la menace, qui permet de déployer des formes de répression extrêmement fortes, extrêmement dures, avec un pari. Je ne suis pas sociologue des élections, etc., donc je n'ai pas d'avis là-dessus, avec un pari que font les politiques, et pas seulement à droite. Regardez la frilosité du Parti socialiste aujourd'hui sur la question de la sécurité, aux États-Unis, les démocrates, comme en France, avec le pari que ça va convaincre les électeurs. Tout à l'heure, il a été pointé qu'il y a un besoin, une demande de sécurité, un besoin, etc., puis un discours sécuritaire qui domine. Eh bien, l'État y répond. Donc on est dans la politique spectacle, pour parler comme Debord, mais plus sociologiquement, je dirais, on est un peu comme chez Murray Delman, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux livre de 1976 sur la politique symbolique. C'est des formes de politique symbolique qui visent des objectifs à proprement parler politiques pour pouvoir faire passer des réformes qui ne passent pas, à tort ou à raison, mais qui ne passent pas. Voilà. Merci Olivier, et c'est vrai que ça s'inscrit tout à fait dans les discussions qu'on a eues avant sur l'importance de la sécurité pour les Français, puisqu'on peut se demander quelle est la poule et l'œuf dans ce type de dynamique, puisque ça s'inscrit dans une rhétorique et dans une théâtralisation de l'enjeu de la sécurité. Mais enfin, passons maintenant à Camille. On va changer de sujet. Oui, on change de sujet. Donc moi, dans ce livre, j'ai travaillé sur
les déterminants du soutien à ce qu'on appelle des innovations démocratiques, donc des choses qui approfondissent la participation citoyenne, mais des innovations démocratiques qui bouleverseraient de manière assez radicale le monopole des élus sur la prise de décision. Donc pas des petites réformes de démocratie participative, mais en gros des choses qui donneraient vraiment du pouvoir aux citoyens. En l'occurrence le RIC, dont on a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, et le remplacement des élus par des assemblées tirées au sort, au moins pour prendre certaines décisions. Le premier point, c'est que la France, elle s'inscrit plutôt dans la moyenne européenne pour le soutien au RIC, avec à peu près 2/3 des gens qui sont favorables, donc c'est très élevé, mais c'est dans la moyenne des pays européens. En revanche, ce qui distingue vraiment la France, c'est que le niveau de soutien au tirage au sort, donc au remplacement des élus pour certaines décisions, il atteint 52%, c'est très élevé, et c'est le deuxième niveau le plus élevé en Europe, après le cas de l'Irlande, où il y a eu des expérimentations de ce type. Donc moi, ce que j'avais essayé de montrer dans le chapitre, c'est que c'est le fait d'être ce que j'ai appelé un perdant de la démocratie représentative qui est lié justement au soutien plus fort à ces deux innovations, que j'ai essayé d'explorer sur 3 dimensions. Le fait d'être un perdant au niveau électoral, c'est-à-dire de voter systématiquement pour un parti qui est exclu du pouvoir. Un perdant au niveau descriptif, c'est-à-dire d'avoir des caractéristiques socio-démographiques qui font qu'on est mal représenté au Parlement, donc être jeune, être pauvre, être d'origine immigrée, etc. Et enfin, une mauvaise représentation substantive, comme on dit dans la théorie de la représentation, c'est-à-dire le fait d'avoir des idées politiques qui sont éloignées de celles qui sont portées par le gouvernement. Et en fait, ce que je peux montrer avec une comparaison des cas de 2017 et de 2022, c'est que le facteur le plus important, c'est le fait d'être systématiquement exclu du pouvoir, qui est systématiquement associé au fait de soutenir davantage ces deux réformes. La question de la représentation descriptive est beaucoup plus ambiguë, c'est moins important pour expliquer pourquoi les individus soutiennent ces réformes, même si on voit quand même que les jeunes, par exemple, sont systématiquement plus favorables au tirage au sort en 2017 et en 2022. Et enfin, la représentation substantive a quand même un effet aussi assez important, notamment pour la question du tirage au sort. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est le fait que d'être un perdant de la démocratie représentative, notamment sur le plan électoral et sur le plan des idées, ça conduit bien à soutenir des innovations qui cherchent en fait à bouleverser un peu radicalement l'équilibre des pouvoirs entre les élus et les citoyens. Et la question qu'on peut poser, c'est comment l'interpréter ? Est-ce que c'est vraiment en soi un désir de participation ? Moi, je considère que non, que c'est pas ça le point le plus important, mais que c'est vraiment une question de volonté de retrouver de l'influence sur le processus politique. Le but n'est pas tant de dire que moi, à la première personne, je veux participer, mais plutôt de dire comment faire pour rééquilibrer les choses entre les élus et les citoyens. Merci Camille. Merci à tous et à toutes pour votre intervention. On va rapidement passer à la deuxième sous-partie de cette deuxième partie, puisqu'on n'a pas énormément de temps. Oui, bien sûr. Donc on a bien tous compris le diagnostic que vous posez sur la crise de la démocratie en France, si on peut dire. Et donc la question suivante porte sur les solutions, les remèdes qu'on pourrait adopter face à cette crise. Donc je vais vous demander donc selon vos travaux, enfin si vous vous basez sur vos travaux du livre ou d'autres, mais quel serait selon vous un bon remède, une bonne solution qui pourrait nous aider à se sortir de cette situation ? Alors, si on pose la question juste au niveau des sondages, qui sont quand même, vous l'avez compris, qui ont un grand rôle dans notre démocratie, il y a un peu 2 solutions qu'on peut quand même aborder. La première, c'est une solution par les normes et la question de la transparence. Ce qu'on a vu, c'est que Sarkozy, donc ces questions d'image, il les pose beaucoup plus au tout début de son mandat qu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, il y a eu la Cour des comptes qui a dit là, il y a un problème, il y a une commande de sondage qui n'est pas du tout passée par les marchés publics, on ne sait pas ce qui se passe. Et à partir du moment où la Cour des comptes dit ça, Sarkozy sent que ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va plus commander lui-même, donc plus les services de la présidence qui les commandent, mais il va passer la commande de sondage au service d'information du gouvernement, donc qui a, lui, d'autres pratiques, qui a une vraie pratique
pratique aussi de cette commande de sondage pour l'action publique. Et donc, il se voit sous surveillance et il ne pose pas les mêmes questions. Donc la question de la transparence dans la vie publique, et alors Tinette Schnattnerer a travaillé aussi sur les données de sondage d'Angela Merkel, et là, en fait, elle a eu le droit à tout, et en fait, là aussi, il y a eu un moment clé où Merkel a su qu'à partir de là, elle savait que tous ces sondages allaient devenir publics. Et il y a un vrai changement là aussi, qui est moins fort que chez Sarkozy, mais qui existe. Donc, transparence de la vie publique. Alors, parfois, moi qui travaille sur les questions européennes, je dis la transparence, des fois, ça tue un peu la transparence. Parce que plus c'est transparent, plus il y a de la donnée partout et on ne sait plus qu'en faire. Et on ne sait plus où trouver l'information. Mais, en fait, ça a quand même de vraies vertus. Et donc là, donc transparence de cette commande, transparence aussi des résultats. On pourrait imaginer que ces fonds soient versés. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a en Allemagne, aujourd'hui, les sondages, ils sont publics, à la fois sur leurs questions et sur leurs résultats. Et on peut vous dire que nous, chercheurs, on aimerait beaucoup les avoir, ces résultats de ces sondages-là. Donc, normes, plus de normes, et on pourrait tout simplement... Alors, c'est pas forcément beaucoup plus de travail, toujours, parce que, par exemple, la Cour des comptes, elle doit rendre compte elle a un suivi de ses dépenses. Il suffirait, par exemple, déjà, ça serait un plus, de penser juste qu'au lieu qu'elle réagisse juste quand ça sort des clous, qu'elle nous dise, nous, citoyens, chaque année, combien on dépense pour les sondages, et pas seulement quand on sort des clous. Et puis, il y a, alors, je décale, et c'est ma deuxième réponse, il y a aussi la question de cette place des sondages dans l'action publique. Elle pose la question de la volonté de ceux qui gouvernent de vouloir revendiquer une relation directe avec les citoyens en écartant les intermédiaires, syndicats, associations, ONG, partis même. Et on le sait, en fait, les sondages, ils ont aussi été utilisés comme ça par les gouvernants, pour pouvoir se dire qu'on a une relation directe aux citoyens et donc se passer de ces intermédiaires. Et dans un système politique où les intermédiaires ils regagneraient du poids, ça conduirait à désacraliser les sondages comme la parole des citoyens. Donc les sondages pourraient ne constituer plus qu'un instrument parmi d'autres dans la boussole des gouvernants dans l'action publique, ce qu'ils sont par ailleurs. Et ce qui pourrait par ailleurs conduire de facto à leur désacralisation et à leur dédiabolisation. Merci beaucoup. Emiliano. Très bien. Moi, je vais revenir sur un point qu'on a fait tout à l'heure dans la première table ronde, qui est vraiment le rôle des institutions. Il y avait une question qui disait si le système majoritaire pouvait garantir une forme de stabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu contre-productif. Je pense que la Constitution de la Ve République a servi un rôle important. Elle a stabilisé la démocratie à un moment où il lui fallait cela. C'était la bonne réponse à un moment donné. Aujourd'hui, je crois que ça l'est plus, et je pense que l'expérience qu'on a fait tous depuis 4 ans maintenant, 3 ans et demi, montre que ce système fonctionne particulièrement mal quand il n'y a plus de majorité très claire. Donc, parce qu'en fait, mine de rien, il fait plusieurs choses. En fait, il maintient l'illusion de que quelqu'un va gagner et que celui qui est au pouvoir a le pouvoir de décider. Et ce logiciel-là, ça marche du côté des électeurs et ça marche du côté des politiques. Les politiques, ils savent faire au pouvoir comme si le seul fait qu'ils aient la fonction, ça suffisait pour que tout le monde ait à les respecter et à accepter leurs décisions. Pour les électeurs, il y a l'espoir que celui qui est au pouvoir va véritablement exercer ce pouvoir. Or, quand on n'a pas de majorité, on n'exerce pas le pouvoir. Ça, c'est une réalité dans tous les systèmes politiques. Donc, mais le maintien du logiciel majoritaire maintient les gens prisonniers de cette illusion que ça se passera comme ça, et du coup augmente la frustration que la réalité ne corresponde pas à cela. Et donc ça, je pense que c'est une vraie faiblesse à laquelle il faut réfléchir. Moi, personnellement, on a, avec Isabelle, dans un autre texte qui n'est pas dans ce livre, mais dans La vie des idées, on a fait un argumentaire de pourquoi il est important et qu'il est important de passer au scrutin proportionnel pour les élections de 2027, parce qu'on pense que c'est ce qui va, d'une part, forcer les hommes politiques à adapter le discours au fait qu'ils doivent coopérer avec leurs rivaux,
Pour l'instant, on n'y est pas. On fait comme si on était toujours dans le système majoritaire alors qu'on ne l'est pas depuis très longtemps. Et mais du coup, des électeurs, c'est très mal vu aussi quand on le fait. Voir le PS qui, par exemple, ne s'oppose pas frontalement au budget du Premier ministre et qui, du coup, est traité en traître par les autres partis de la gauche. Or, dans d'autres pays, on parlait de la comparaison tout à l'heure, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, cela relève de l'ordre normal des choses, qu'on coopère, qu'on négocie, qu'on se mette à l'écoute aussi des rivaux et qu'on essaye de trouver des compromis. Donc je pense que c'est à ce prix-là qu'on peut retrouver de la confiance dans un système politique qui ne promet pas des choses, qui ne fait pas des promesses qu'il ne peut pas tenir, et qui, d'autre part, est davantage orienté vers un consensus. Si le consensus fait au niveau des élites, on le trouvera plus facilement au niveau des électeurs aussi. Voilà. Merci Emiliano. Et en fait, je suis d'accord, il faut vraiment quand même réaliser que les gouvernements de coalition peuvent être tout à fait stables. Parce que c'est souvent un des arguments par rapport au mode de scrutin majoritaire, qui est la stabilité gouvernementale. Je pense qu'il y a une grande stabilité gouvernementale dans une série de pays qui utilisent le... Ça fait très longtemps de la mettre en œuvre, comme en Belgique. Romain. Oui, donc les solutions, en fait, ce que j'ai présenté est en fait déjà une série de solutions possibles pour répondre à la crise démocratique. Et comme Camille l'a souligné, il y a un fort soutien dans la population pour le renforcement de la participation, pour des réformes démocratiques, même assez radicales. Donc, plutôt que de... S'il s'agit là de solutions possibles, j'aurais plutôt les mettre en perspective de deux manières pour peut-être permettre de mieux les évaluer. La première manière de le faire est de s'interroger sur ce que le soutien à ce type de proposition peut dire de la conception de la démocratie et des motivations des acteurs des partis politiques. Le renforcement de la démocratie top-down, contrôlée par les élites, renforce la participation populaire. On pourrait voir ça comme quelque chose de très positif, mais c'est aussi un moyen de contourner les élites, de faire l'impasse d'une certaine manière sur la démocratie représentative, avec peut-être la volonté de mettre en œuvre plus directement ce qu'on conçoit comme étant l'expression de la volonté populaire. Donc ça, c'est peut-être un trade-off entre différents principes démocratiques qui ne vont pas forcément amener à une amélioration générale de la démocratie. Pour ce qui est du soutien aux propositions de réforme bottom-up ou aux réformes de participation plus ouvertes, en particulier la démocratie délibérative, elle semble correspondre à un autre principe démocratique, pas celui du principe majoritaire, mais du principe de la pluralité, qui cherche à reconnaître le fait qu'il y ait une diversité de points de vue, d'opinions, et qui cherche des moyens, des institutions, des arènes pour permettre l'expression de cette diversité, de ce point de vue. Ça paraît peut-être moins problématique que la démocratie par le haut. La deuxième manière de reconsidérer ces solutions, c'est se demander si peut-être on peut y voir là de bonnes solutions pour répondre à une crise de la représentation politique, à la perception d'un déficit démocratique. Comme il y a beaucoup de soutien pour plus de participation populaire, on pourrait se dire que toute nouvelle forme de participation est bonne à prendre et pourrait amener à retrouver certaines formes de confiance de la population dans les élites. On peut toutefois s'interroger pour la démocratie par le haut si on ne risque pas d'avoir une forme de participation qui pourrait pencher vers certaines formes de démocratie plébiscitaire, avec des risques de manipulation de l'opinion, et en fait d'utiliser ça comme une légitimation démocratique pour mettre en place des mesures qui sont déterminées par les élites. Pour les propositions par le bas, il faut se rappeler qu'il est difficile de donner entièrement le pouvoir aux citoyens, même si on met en place des démocraties délibératives, des formes d'assemblée délibérative. Il y a toujours une certaine forme de contrôle des élites dans la mise en œuvre, dans l'organisation de ces assemblées, dans le choix. La question après est de savoir quelle place on laisse encore aux élites et comment gérer le potentiel de frustration qui pourra émerger si les propositions qui sont faites ne sont pas toutes reprises, pas exactement dans les termes qui étaient attendus ou pas avec la vitesse à laquelle on s'attendait. Le résultat de la Convention pour le climat est un exemple des limites de cet exercice démocratique. Merci Romain. Olivier. C'est un peu difficile d'avancer des solutions là, dans mon cas.
Bon, le point de départ, donc, c'est que, en gros, on revient à un partage très 19e siècle entre le démos, d'un côté, le peuple propre, celui qui n'existe pas, et le pléthos, la plèbe, c'est-à-dire les vrais gens qui sont dans la rue, qui sentent pas bon, etc. D'accord ? Et cette division aristotélicienne démos-pléthos, elle se joue totalement dans le moment présent. Si bien que, je l'ai dit tout à l'heure, la conclusion, c'est que pour un politique aujourd'hui, sans mettre d'étiquette dessus, mais pour un politique aujourd'hui, la manifestation, une bonne manifestation, on va parler comme le général Custer, la bonne manifestation, c'est celle qui ne se tient pas. D'accord ? On supprime. Et comme ça, c'est réglé. Et je ne rentre pas dans le détail, mais le papier donne tout un ensemble d'éléments qui montrent comment, effectivement, cela se met en œuvre à travers des procédures, des manières de faire, des techniques policières, etc., etc. Alors, du coup, que faire par rapport à ça ? C'est un peu gratuit comme exercice, mais je donne 3 pistes. La première piste, c'est sans doute que il faut travailler à développer. C'est comme si je faisais un discours militant, mais de fait, je ne vois pas quoi dire d'autre. Il faut s'attacher à la désobéissance civile. Il faut résister. On a vu à Minneapolis, encore une fois, on n'est pas au même endroit, mais on a vu comment la population à Minneapolis a résisté de manière... sans faire d'émeute, c'est quand même frappant, sans aller à la confrontation, etc., mais il y a eu une résistance forte. C'est sans doute pas la raison principale pour laquelle l'ICE se retire, etc. Il y a eu tout un ensemble d'autres phénomènes, mais je pense que c'est un des éléments. Un autre élément, là pour le coup je suis sûr de mon coup, qu'il serait nécessaire de renforcer, mais qui déjà est à l'œuvre et qui déjà se développe, c'est la guerre des images. Vous savez bien que à l'issue de chaque manifestation confrontative, lorsqu'il y a des gros problèmes, mais ça n'est pas qu'en France, c'est partout, désormais, puisqu'il y a les réseaux sociaux, puisque la quantité d'images produites est monumentale, il y a, c'est ce qu'on appelle les forensic sciences, applied to demonstrations, donc c'est les sciences forensiques, si vous voulez, qui reconstituent les épisodes, qui reconstituent les tirs tendus, etc., et qui documentent de manière extrêmement précise, sur la base de preuves, que tel ou tel événement s'est mal passé, que ça a dérivé, etc. Cela est une arme puissante, en fait, dans ce qu'on appelle la guerre des images, et que la gendarmerie elle-même, si vous avez vu tout ce qui a tourné autour de Sainte-Soline récemment, dont la gendarmerie elle-même et la police nationale elle-même se font fort de la développer, cette guerre des images. Donc là, il faut effectivement mettre le paquet là-dessus, si on veut se défendre de cela. Ensuite, il y a tout ce qui renvoie, encore une fois, ça se fait doucement, par petites étapes, même si le dernier projet de loi sur l'immunité des policiers, a priori, nous fait sortir un peu de la douceur dans la progression des réformes. Mais il y a eu tout un ensemble de réformes, je vais parvenir là-dessus, à la fois judiciaire, mais aussi sur les manières de conduire le maintien de l'ordre, sur les marges de manœuvre, la doctrine, les règles d'emploi, qui petit à petit nous amènent en fait vers une licéité de plus en plus grande de ce qui avant, il n'y a pas si longtemps, nous apparaissait comme inacceptable. Face à cet inacceptable, eh bien, il faut effectivement que l'on, quand je dis on, c'est pas moi, que collectivement on se mobilise, les juristes se mobilisent. Je pense aux travaux par exemple, de Stéphanie Hennette-Vaucher sur l'état d'urgence. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut développer pour bien pointer le fait que la loi tout ça peut se déliter en fait assez vite sans que ça se voie. Et puis le dernier point, ça c'est très compliqué, c'est spécifiquement français, c'est ce qu'on appelle avec Fabien Jovard le piège policier. À force de considérer, depuis en tout cas 2014, que la police allait être le rempart qui permettrait de faire passer des réformes, donc en supprimant les manifestations, en n'écoutant pas, etc. À force de cela, le pouvoir politique s'est d'une certaine manière retrouvé dans une situation assez affreuse où il est assez largement dans la main de la police. C'est-à-dire que les syndicats policiers en France ont désormais une capacité d'injonction vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, vis-à-vis du politique, extrêmement forte. Rappelez-vous, je crois que c'était le 19 novembre 2022, cette manifestation des policiers en armes dans Paris, qui était juste, de mon point de vue de citoyen, un pur scandale, mais qui est passé comme crème, et l'appel aujourd'hui d'une manifestation, encore une fois, pour soutenir, etc. Tout ça, c'est le signe, c'est un symptôme, mais c'est le symptôme de quelque chose de très grave, qui est une sorte de renversement un peu aberrant en termes de responsabilité politique
entre ce qu'enjoignent les syndicats policiers et ce qu'acceptent de plus en plus, parce que, en quelque sorte, c'est leur dernier rempart, les politiques. Merci, merci beaucoup. Camille. Alors, Frédéric a a déjà dit beaucoup de choses et j'aurais rajouté les mêmes choses que Camillano, donc je ne vais pas répéter le fait qu'il y a des éléments qui sont propres à la France qu'on peut réformer rapidement, qui sont notamment la proportionnelle, qui je pense est un point urgent, mais voilà, comme d'autres, je vous invite à aller lire le papier d'Emiliano et d'Isabelle dans La vie des idées, qui est limpide, qui est très très bien, donc je vais rien dire de plus, mais plutôt revenir sur la question faire un peu un pas de côté par rapport au chapitre, et donc revenir sur des éléments sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc j'avais travaillé et par entretien et par grandes enquêtes en France, en Italie, en Belgique, sur les attentes, les conceptions des citoyens sur leur système politique. Et il y a plusieurs points qu'on peut mettre en avant pour trouver des solutions. La première chose, c'est qu'il n'y a pas une attente de remplacer la représentation élue, mais par contre, il y a la volonté, chez une grande majorité de gens, de la compléter par d'autres formes de prise de décision, en intégrant plus d'experts, plus de citoyens dans différentes formes, beaucoup d'attentes, notamment sur l'écoute des citoyens, leur consultation, mais réelle, qui puisse avoir un effet réel, et aussi le fait qu'il y a des attentes de différentes logiques de représentation. Donc, pour le dire un peu vite, finalement, le meilleur régime, ça reste le régime mixte, mais pas tel qu'il avait été défini par Manin, mais vraiment par Aristote, par d'autres, par saint Thomas d'Aquin. Enfin, l'idée qu'en fait, c'est en mélangeant différents décideurs, différents principes de légitimité et différents acteurs qu'on va avoir le régime qui soit le plus légitime aux yeux de la plus grande majorité des citoyens. Et un autre point important, c'est que l'idée de mélanger les différents types de processus de décision et d'associer d'autres décideurs, ça peut être aussi quelque chose qui est acceptable pour les élus. Évidemment, ils ne veulent pas mettre le curseur au même endroit, mais c'est un point sur lequel les citoyens et les élus pourraient se retrouver. Mais pour revenir quand même sur les personnes qui sont les plus éloignées de la politique et qui sont dans la situation socio-économique la plus difficile, si eux, on voulait vraiment faire des solutions qui puissent renforcer leur lien à la démocratie, là, dans ce cas, il y a une série de mesures qui seraient sans doute assez peu populaires chez les élus, mais notamment des mesures qui sont vraiment liées à la question du contrôle, la révocation, une plus grande proximité statutaire avec les citoyens, c'est-à-dire supprimer tous les privilèges qui sont associés à la fonction des élus, des salaires beaucoup moins importants. Et ça, c'est vraiment vu comme une nécessité pour comprendre ce que vivent les citoyens ordinaires. Et on le retrouve en Italie, en Belgique, en France, dans les mêmes termes exactement. Donc c'est vraiment une demande qui est liée à une fraction de la société qui est défavorisée. Et il y a un théoricien du politique qui d'ailleurs a écrit dans le livre, qui s'appelle Pierre-Étienne Vandamme, qui a théorisé un peu cette idée qu'il appelle un mandat semi-directif, avec l'idée qu'en fait, il ne s'agit pas de contrôler les élus tout le temps, mais d'avoir une possibilité de sanctionner à différents moments du mandat. Et ça, c'est une attente qui serait très populaire auprès des franges qui sont actuellement les plus éloignées de la politique. Merci Camille. Donc ça rejoint tout à fait la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la représentation politique. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon représentant, et notamment le fait de vivre ce que les publics précarisés peuvent vivre. Merci. Donc il nous reste, je pense, quelques minutes. Pas énormément, mais il nous reste peut-être... c'est fini carrément ? Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Je propose qu'on les prenne en un bloc, histoire de... Oui, il y en a beaucoup. On va voir. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question, on a parlé beaucoup de politique nationale, j'avais une question pour les plus proches des municipales, comme ça arrive en plus très vite. On a eu un grand mouvement en 2020 des listes citoyennes, et je voudrais savoir, donc, qui ne sont pas encartées ou qui ne mettent pas directement en avant leur carte politique. Est-ce que ce mouvement se continue a priori? Est-ce que ça pourrait être une solution pour renouer le dialogue entre certaines franges de la population isolée et leurs dirigeants locaux? Ou est-ce que, à l'inverse, les électeurs continuent toujours à se représenter leur liste par rapport à l'étiquette partisane? Merci. Merci. Je propose qu'on prenne une autre question. Bonjour, j'ai une licence de sciences politiques, c'est ma seule légitimité. Non, la question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu transversale. C'est que un des écrits qui m'a beaucoup marqué, c'est sur les écrits de Daniel Gaxi sur la magie politique et
plus largement les écrits du courant sur l'impuissance politique et le fait que les politiques ont finalement peu d'effet. Et ça me semble être un point important dans les différents éléments de notre démonstration. On a beaucoup parlé des sondages, on a beaucoup parlé des nouveaux modes de délibération. Est-ce qu'un des problèmes aussi, c'est pas que le canal politique aujourd'hui a des pouvoirs très réduits et qu'il est conscient d'avoir des canaux très réduits et que du coup il est en permanence dans une sorte de chanson de geste pour essayer de montrer qu'il est capable de faire quelque chose sans en être absolument certain, et du coup il cherche des instruments de légitimation un peu partout, et que ce soit la démocratie délibérative, que ce soit le recours massif à la police qui permet d'avoir visuellement, et dans la guerre des images ça a été mentionné, le sentiment que quelque chose se passe. Est-ce que c'est pas ça au fond qui sous-tend un peu le mouvement général? Et on a parlé de l'ICE à Minneapolis, c'était ces images très violentes qui sont montrées, c'est aussi un moyen pour quelqu'un d'assez simple, à mon avis, de dire, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, on les attrape, on les menotte, ça crie, vous entendez, vous voyez tout. Merci. Prenons peut-être encore une question. Je ne sais pas qui était le premier, la première. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour les présentations. Ma question, en fait, se rapportait à ce qui était un peu le constat de base de la première comme de la seconde partie, qui était cet attachement des Français, pour le dire simplement, au principe démocratique. Je me demandais, en fait, ce que voulait vraiment dire ce constat de base, puisqu'il peut aussi contenir un attachement à une conception plébiscitaire, autoritaire de la démocratie. Un exemple qui a été donné, c'est ce soutien justement à des mécanismes top-down qui auraient pour fonction de renforcer la démocratie participative, mais qui sont en fait utilisés et qui ont été utilisés dans des transformations autoritaires en Hongrie ou Venezuela, et qui n'ont finalement pas grand-chose avec un attachement à un principe, au principe démocratique. Est-ce que... Une dernière avant le... Laisser la parole peut-être aux intervenants. Oui, merci. Alors je vais me présenter parce que Madame Belot a parlé de syndicats. Donc moi je suis un ancien responsable syndical vu que j'étais secrétaire général de la CFE-CGC et avant j'étais en charge de l'économie, de l'industrie, du développement durable, de la RSE et donc comment on approche de manière globale tous ces problèmes. Et aujourd'hui avec le constat, quand vous parlez de déconnexion des élites, et beaucoup disent des élites ignorantes d'ailleurs, eh bien, pourquoi ils ignorent beaucoup les approches et les analyses scientifiques et ils ne savent que très peu identifier les causes racines ou les causes structurelles des différents problèmes auxquels nos concitoyens sont confrontés, quoi. D'ailleurs, on le voit dans l'étude sur les fractures, là, que j'ai lu complètement. Et donc, je pense que c'est important quand même de se dire sur un certain nombre de problèmes. On parlait tout à l'heure de la sécurité ou l'insécurité, mais c'est quoi les causes racines, Et quand on parle du narcotrafic, par exemple, il faut revenir sur des causes racines. Donc, il y a beaucoup de jeunes, on ne les informe pas assez des nuisances de la santé de la drogue. On réduit les aides au sport alors que le sport est quelque chose qui permet de l'équilibre psychologique des gens et que quand on n'en fait pas assez, oui, on peut être tenté de prendre de la drogue ou du tabac. Et puis, il est important aussi de voir que c'est aussi la précarité de beaucoup de jeunes qui fait qu'il y en a et il se dit moi je vais faire du narcotrafic, ça me rapportera plus qu'un job travailleur des plateformes qui est très peu payé, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire comment on peut rendre les politiques plus sensibles à ces approches scientifiques, en particulier la démographie aussi. On voit, oui, la natalité baisse, mais c'est quoi les vraies causes? La baisse de fertilité qui est pour beaucoup liée à des pollutions, à des intrants chimiques, etc. Et puis à la précarité de beaucoup de jeunes, quoi. Merci. Donc je propose qu'on fasse un premier tour d'intervenants. Donc, Méniano, tu voulais intervenir? Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est que je pense que on est très solidaires ici, mais on n'est pas forcément d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Moi, il y a plein de choses que j'ai entendues qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que je pense et qui sont les résultats de mes analyses. Finalement, on travaille en émettant des hypothèses qu'on teste, qu'on essaie de vérifier plus ou moins avec des données plus ou moins complètes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je voulais réagir à cette histoire de l'impuissance politique, parce que je pense que c'est un vrai sujet, ça. On ne l'a pas trop abordé, mais je pense que le problème que je vois avec le logiciel majoritaire qui fait croire qu'on pourrait encore faire des choses, c'est d'autant
plus grave que, objectivement, on est devenu assez impuissant. Et j'aime beaucoup la notion de théâtrocratie. Je crois que je vais la réemployer si ça ne te dérange pas. Non, je sais, j'avais bien compris, mais je ne la connaissais pas. C'est-à-dire que finalement, cette espèce de jeu de dupe, finalement, regarde la politique comment elle est puissante, est précisément l'expression de cette faiblesse et de cette impuissance. Donc je pense que là, il y a quelque chose que le système politique, donc, y compris les institutions politiques, doivent se mettre à jour de cette impuissance. Donc, et si elle était plus explicite, si elle était partagée, si on faisait confiance aux électeurs, finalement, de reconnaître comme, voilà, soyons impuissants ensemble, je crois que ça se passerait nettement moins mal qu'à l'heure actuelle, où finalement cette frustration de l'impuissance qui est en contradiction avec la puissance des paroles et des images crée énormément de frustration supplémentaire. Voilà. Merci. Camille, tu voulais réagir ? Je voulais peut-être réagir sur la question des listes citoyennes et sur la dernière question, le début de la dernière question, parce qu'après, il y avait beaucoup de choses qui sortent de ma zone d'expertise. Mais donc, sur les listes citoyennes, peut-être rappeler qu'à nouveau, normalement, il devrait y avoir encore 500 listes citoyennes aux prochaines municipales, ce qui est important et qui est une explosion par rapport à 2014 où il y en avait plus ou moins qu'une. Enfin, pas qu'une, une qui avait gagné. En revanche, il y a aussi eu des travaux qui ont un peu montré que ces listes citoyennes, elles restent quand même ancrées dans une fraction très particulière de l'espace social et politique, c'est-à-dire la gauche écologiste, urbaine, diplômée, pour être un peu... Et donc, je pense que c'est une réponse qui pourrait être une très bonne réponse pour une fraction des personnes, mais qui ne va pas forcément être une réponse qui va concerner la majorité de la population, premier point. Et sur la dernière question, sur pourquoi les élites ignorent les approches scientifiques, spécifiquement, je pense, sur la démocratie, il y a vraiment un point qui est très frappant quand on va présenter les travaux, moi en tout cas, quand je vais présenter les travaux sur la question des innovations démocratiques, des préférences citoyennes, il y a une écoute sélective quand même importante, liée vraiment au fait que quand on doit sa position dans l'ordre représentatif au fait d'être élu en considérant que donc on sait mieux que les citoyens, qu'on a été socialisé dans ce monde-là, ça rend aussi vraiment difficile le fait de se déposséder du pouvoir. Il y a quand même, c'est vraiment ancré dans une croyance et dans une forme de supériorité sur les citoyens qui est quand même au cœur un petit peu du système représentatif. Et donc ça, par exemple, ça a pu être montré par les gens qui travaillent sur les visions des élus, qui explique aussi la difficulté sur ce sujet spécifique à redonner plus de pouvoir aux citoyens, à les écouter davantage. C'est pas forcément c'est pas forcément cynique avec un manque de volonté de le faire, c'est qu'il y a une forme de socialisation qui conduit les élus en fait à penser qu'ils vont savoir davantage que les citoyens et à pas avoir forcément envie de mettre en œuvre les solutions qui seraient majoritairement acceptées. Merci. Mais potentiellement, ils se croient même supérieurs aux scientifiques, potentiellement. Oui. Ça, je sais pas, peut-être. Quelqu'un voudrait... Olivier, oui, bien sûr. Oui, je reviens sur la question là, de la théâtrocratie. En fait, on pourrait dire tout simplement que plus le roi s'agite, plus il est nu. Et que, effectivement, c'est exactement ce que vous pointez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, le pouvoir s'agite, par exemple, en votant des lois sur l'immigration une fois par an, voire plusieurs fois par an, j'exagère, c'est bien qu'il est à la fois incapable d'adresser le problème, de traiter le problème, mais qu'il est nécessaire, c'est indispensable en politique symbolique, de dire qu'il fait quelque chose. Et c'est pour ça que je disais que le maintien de l'ordre est vraiment une arme qui est aussi le moyen de dire nous faisons quelque chose. Sauf que c'est plus vicieux que cela parce que le quelque chose que nous faisons, nous l'avons créé nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons créé les conditions pour qu'effectivement les manifestations soient de plus en plus émeutières, soient de plus en plus compliquées à gérer, etc. La criminalisation des écologistes, enfin vous connaissez tout ça. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien effectivement on a construit un ennemi et on peut prétendre l'avoir défait ou le défaire en permanence. Donc c'est de la pure stratégie électorale, mais qui, comme je l'ai dit, se retourne contre le politique, puisque quand le politique obéit aux policiers, on n'est plus tout à fait dans le même type de démocratie qu'auparavant. Oui, sur les listes citoyennes, un mot, parce qu'aux dernières municipales, on avait travaillé, comme j'ai travaillé sur les mouvements des Gilets jaunes, on avait observé, dans le Var, donc c'est très limité,
la constitution de listes citoyennes, comment c'est fonctionné, etc. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que à cette époque-là, c'était largement un jeu de dupes, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont naïvement, donc des citoyens ordinaires, engouffrés dans cette idée des listes citoyennes en pensant que ça allait marcher, appuyés par des personnes qui étaient plus politisées, plus formées politiquement, mais qui étaient plus dans une logique d'entrisme en réalité. Encore une fois, là où je l'ai observé. Hein. Et la France insoumise, par exemple, par ailleurs, à tout mon respect, la France insoumise avait très, très précisément, volontairement déployé des stratégies pour entrer dans les listes citoyennes avec l'idée qu'on peut partager ou pas, mais qui d'une certaine manière est noble en théorie, de faire de l'éducation populaire et de faire en sorte de pouvoir gagner des voix, gagner éventuellement des places, sans s'embarrasser d'une étiquette qui était gênante. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va en être cette fois-ci, mais il y a quand même de forts risques que ces listes citoyennes contribuent en priorité principalement à morceler les forces et à rendre moins efficaces les forces contestataires du pouvoir dominant. Merci beaucoup. On arrive tout doucement à la fin de cette session. Donc je vous tiens à vous remercier tous et toutes, et bien sûr nos intervenants et intervenantes pour leur intervention, mais aussi le public pour leurs nombreuses questions et pour votre attention aussi, et aux organisateurs et organisatrices de cette très belle table ronde. Merci beaucoup.